Je trouve Bonsoir à tous et à toutes, bien sûr. Nous voici encore à notre énième numéro de Lundi Parlons Radiologie. Et depuis le début de ce mois, nous avons commencé notre série Tête et cou, donc l'imagerie orale. Et pour ce lundi et pour le lundi prochain, comme l'avons annoncé lors de la séance passée, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le professeur Jan Kasselman, qui a un long CV. Je ne saurais pas tout lire ici, mais je peux dire qu'il est à la fois professeur en Belgique, là où il a fait toute sa formation et une bonne partie de sa pratique, mais également chez nous à Dalhousie University ici au Canada. Et le professeur Jan Kasselman, il est associate editor de la section Head and Neck, donc tête et cou, du journal Radiologie pour le jeune qui vient de commencer la formation. Radiologie, c'est le plus haut journal qui puisse exister pour la radiologie clinique dans le monde. Et c'est lui qui est le associate editor pour cette section-là. Et il est full professor of radiology ici, comme vous avez vu dans les affiches. Et il est également radiologue à Ghent, en Belgique. Et nous avons prévu 4 cours que nous avons fusionnés à 2 cours par jour. Donc aujourd'hui, nous aurons 2 cours. On va parler de l'imagerie du rocher, les pathologies les plus fréquentes, et puis on va parler de l'imagerie des vertiges et des acouphènes. Alors, comme vous pouvez le savoir, ce sont des sujets qui sont à la fois orels et imagerie. Voilà pourquoi nous avons pensé de faire une co-modération avec le professeur Jérôme Sokolo, qui est spécialiste en orel et professeur de orel à l'université de Kinshasa. Donc, nous allons faire la co-modération, comme je l'ai dit. Et pour ne pas trop s'éterniser dans le discours, je vais remettre la parole au professeur Jean Kasselman pour commencer avec le premier cours qui est sur les pathologies les plus fréquentes du rocher. Et puis, peut-être au milieu, avant de commencer la deuxième partie, on pourra passer à la session questions-réponses. Mais déjà, pendant les cours, si vous avez des questions, il n'y a pas de mal à écrire dans le chat box. On pourra les lire les moments opportuns. Professeur Kasselman, d'abord, merci pour avoir accepté notre invitation. The stage is yours. Merci. Je veux d'abord remercier le docteur Dadi Mata de m'avoir invité et c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler aujourd'hui de l'imagerie du rocher, la pathologie la plus fréquente. Donc, j'ai aucun conflit et commençons et voilà les sujets que je vais aborder aujourd'hui. Donc, il s'agit de l'autosclérose, otite moyenne, cholestéatome, traumatisme, schwannome du nerf cochléo-vestibulaire, la maladie de Menière et névrite du nerf facial. Ça, ce sont des pathologies très fréquentes et très souvent, les cliniciens vont nous demander d'investiguer ces patients. Commençons avec l'autosclérose. Et en autosclérose, très souvent, on a des lésions qui sont très discrètes et très souvent, c'est sur la platine et l'étrier. Et normalement, quand on utilise le scanner multidétecteur, très souvent, c'est très difficile à voir la platine. La platine n'est pas créée pour nous dans le plan exact du scanner. Non, elle est tournée dans tous les angles. Par exemple, ici, quand on veut voir la platine, ici, ce sont les jambes de l'étrier. Là, on peut dire, ah, est-ce que c'est pas trop épais? Mais c'est parce que c'est un coupe axial en scanner, mais pas vraiment sur le plan de l'étrier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je vous montre ici des images de très haute résolution. C'est pas par le scanner multidétecteur, qui est très cher, mais avec un cone beam CT de haut gamme, à une dixième du prix d'un scanner MDCT. Mais vous voyez, la résolution est beaucoup plus haute. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait des coupes en axial et puis il faut faire une reconstruction perpendiculaire sur la platine entre les deux jambes de l'étrier et passant par le processus lenticulaire de l'enclume. Quand on fait ça, on reçoit ici
une reconstruction coronale où on peut voir le processus lenticulaire, mais pas les jambes de l'étrier parce qu'on a coupé entre les deux. Donc, il n'y a rien, mais de nouveau, on voit la fenêtre ovale. Et puis, de nouveau, il faut anguler perpendiculaire sur l'étrier, sur la platine et à travers le processus lenticulaire. Et quand on fait ça, voilà l'image parfaite sur l'étrier, la platine, les deux jambes, tout est là, le capitulum et même ici le tendon de muscle de l'étrier. Donc tout est visible. Et ici, vous voyez que maintenant, il n'y a plus d'épaississement. Donc il n'y a plus de problème. On peut dire vraiment, voilà, la platine est normale et vous voyez que le liquide dans le labyrinthe et l'air dans l'oreille moyenne se touchent. Hein? Donc, il y a seulement une très petite ligne entre les deux. Et ça, c'est important pour voir l'autosclérose en imagerie. Et voilà, je vous montre maintenant quelques exemples. Et ici, vous voyez qu'on a la platine qui est épais. Vous voyez, il n'y a plus l'air et le liquide qui se touchent. Et ça, c'est la stade 1A, donc la première stade, le plus discret de l'autospongiose. Il n'y a rien antérieur du fenêtre ovale, il y a seulement ça. Puis, il y a un petit plaque dans la fiche antefenestre où normalement la plupart des lésions se trouvent et qui fixe l'étrier. Dans ce cas-là, on appelle ça 1B si la lésion est moins d'un millimètre en diamètre et puis la lésion plus grande et ça, on peut aussi voir en MDCT. Ça, le 1A et le 1B sont presque invisibles sur les scanners de routine, seulement en double oblique, et on appelle ça ces reconstructions double oblique en cone beam, on peut les voir. Et vous voyez à quel point, avec cette technique, on peut même évaluer les patients qui ont été opérés, donc où on a remplacé l'étrier par un piston. Et si vous voyez le piston en téflon, très bien dans l'oreille moyenne. Et si le piston est luxé, il n'est plus dans la fenêtre ovale, mais il est tombé sur le promontoire. Et dans ce cas-là, vous voyez que la fin métallique du piston est maintenant luxée dans le vestibule. Donc, c'est une luxation d'un piston qui est maintenant trop profond. Et vous voyez à quel point on peut très bien visualiser tout ce qui se passe. Donc, en autosclérose, on cherche ces plaques, ces lésions autospongiques typiques antérieures de l'étrier. Et là, vous voyez un type 2B, ça devient 3 une fois que ça touche la cochlée. Hein. Mais vous voyez aussi qu'il y a d'autres formes. Ici, on a l'autospongiose qui n'est pas seulement sur la platine, mais suit aussi la branche antérieure de l'étrier. Et de temps en temps, c'est seulement une plaque. Et quand c'est vieux, ça commence à être plus dense. Et si vous voyez que la platine est fermée, et c'est seulement la partie antérieure qui est ouverte encore chez ce patient-là. Et de temps en temps, c'est plus grave. Et si vous voyez que la niche pour l'étrier est complètement fermé parce qu'il y a de l'autospongiose sur le promontoire et au-dessus du canal du nerf facial. Donc ici, c'est presque complètement oblitéré. C'est de l'autospongiose oblitérante. Donc, toutes ces choses, on peut voir en notre résolution. Une chose qu'il faut toujours très bien vérifier, c'est si la fenêtre ronde est ouverte. Et là, vous voyez, pour être certain, on voit déjà qu'il y a une plaque là, mais est-ce que c'est encore ouvert? Pour ça, il faut faire des reconstructions parallèles autour du spire basal de la cochlée. Et comme ça, on a des images sagittales. Et là, vous voyez du côté droit que la fenêtre ronde est complètement oblitérée. De l'autre côté, regardez, il est bien ouvert. Il y a de l'air qui touche le liquide de nouveau. Ici, il y a d'autospongiose entre les deux. Pourquoi c'est important? Parce que si la fenêtre ronde est fermée, là, le chirurgien ne peut plus rien faire. Même s'il essaye de mobiliser l'étrier sur la fenêtre ovale, ça ne va rien faire. Pourquoi? Parce que normalement, les ondes de son arrivent sur le tympan, ils laissent bouger les osselets qui poussent sur le périlymphe au niveau de la fenêtre ovale, et comme ça, le liquide bouge. Mais si de l'autre côté du liquide, la membrane est fermée, on ne peut rien faire parce que le liquide, on ne peut pas compresser. Donc, c'est la loi de Poiseuil. Ça veut dire que quand c'est fermé à ce niveau-là, tu peux faire ce que vous voulez sur l'étrier, mettre un piston, quoi que ce soit, ça ne va pas bouger non plus. Et donc, il faut choisir l'autre côté si vous voulez faire quelque chose. Donc, c'est très important de toujours mentionner ça dans les rapports si la fenêtre ronde est ouverte.
La lésion typique, normalement, c'est la fissure antefenestre, mais il y a un autre endroit où typiquement on a de l'os anormal. Et on peut voir ça en histologie. Vous voyez ici, vous voyez là qu'on a de l'os qui est anormal dès le début. Et ce sont les deux extrêmes là, au fond du conduit auditif interne et antérieur, et l'autre fissure antefenestre. Et les deux, quand ça devient de plus en plus grave, ils vont se joindre, ils vont former un autre tour de spire, ce qu'on appelle la quatrième tour de Valvasori. Et donc, vous voyez ça, toujours il faut vérifier s'il n'y a pas cet défait dans l'os. J'appelle ça le signe du mamelon. Vous voyez en plan axial et en plan coronal, il est très bien visible au fond du conduit auditif interne. Et ça, c'est typique pour des patients qui ont de l'autospongiose. Autre chose, quand les patients arrivent avec de l'autospongiose, il y a quelque chose qui va mimer l'autospongiose et c'est le canal supérieur déhiscent. Et si vous voyez un canal déhiscent, il arrive en MDCT d'un autre hôpital. Et si vous voyez, et c'est ça qu'on fait, le moment que ces patients ont le diagnostic de déhiscence, on les refait en Cone-Beam CT. Et là, vous voyez, rien en MDCT, mais la résolution est beaucoup plus haut en Cone-Beam-CT, et là, on voit qu'il y a quand même de l'os. Donc, on a l'expérience quand on a 10 qui arrivent avec une déhiscence en MDCT d'un autre hôpital, on le refait en Cone-Beam, il y a 2 qui restent. Donc, à peu près 80% est faux positive. Donc, c'est important d'avoir des scanners de haute résolution Cone-Beam-CT pour vérifier s'il y a vraiment une déhiscence, oui ou non. Là, c'est un vrai. Vous voyez, c'est aussi du Cone-Beam. Et là, vous voyez, il n'y a pas cette petite lame osseuse qui est encore entre le LCR et le périlymphe dans le conduit semi-circulaire. Donc, c'est important. Mais en tout cas, les cliniciens vont très souvent mélanger autospongiose et déhiscence du canal. Donc, si on cherche du autospongiose et on ne trouve rien, on va toujours vérifier si ce n'est pas une déhiscence. Et l'inverse, s'il demande est-ce qu'il n'y a pas une déhiscence, on ne trouve rien, vérifiez bien s'il n'y a pas d'autospongiose parce que très souvent, c'est mélangé. Et si voilà, de nouveau, la petite lame qu'on a là, et malheureusement, le film ne marche pas. Ah, peut-être que je peux le mettre en marche. Oui, voilà. Et l'autre là-bas. Et là, vous allez voir, voilà, vous allez voir, c'est le même patient. Et voilà le patient qui arrive d'un autre hôpital avec ça. Et c'est une déhiscence. Sans doute, il y a une déhiscence. Mais regardez, c'est le même patient en Cone-Beam CT. Et là, vous allez voir qu'il y a un petit lame osseuse entre le liquide LCR et le périlymphe. Donc, vous voyez comme c'est important d'avoir du Cone-Beam CT. Donc, pour l'autosclérose, d'abord, il faut utiliser des images reformatées en double oblique parce qu'autrement, on ne peut pas voir la platine. Hein? Donc, c'est très important d'avoir ces reconstructions double oblique. Puis, il faut faire des images reformatées parallèles au tour de spire basal pour exclure une oblitération du fenêtre ronde, qui est très important parce qu'une fois diagnostiqué, on ne peut plus rien faire au niveau du fenêtre ovale. Et puis, vérifier le signe du mamelon parce que très souvent, c'est la seule signe qu'on a et tout le reste est normal, mais quand même, on peut faire le diagnostic d'autospongiose et puis exclure la déhiscence du canal sémicirculaire supérieur quand on ne trouve rien et on demande s'il y a de l'autospongiose. Parce que les deux, en clinique, c'est souvent difficile à les distinguer. Puis, continuons avec l'inflammation. Et si vous voyez qu'on a de l'inflammation, c'est du cone beam en coronal. Et là, vous voyez qu'on a des parties moues qui sont autour du canal facial, sur le diaphragme du tympan. Mais vous voyez, c'est concave. Quand il y a des concavités, c'est presque toujours inflammatoire. C'est seulement quand ça devient convexe qu'il faut douter s'il n'y a pas de cholestiatome. Voilà, antérieur aussi, puis très souvent entre les osselets et la paroi latérale de la cavité moyenne, on peut voir toute cette partie molle, mais vous voyez, il n'y a pas de déformation des osselets. Et puis, autour du canal facial, là aussi, on peut très bien voir qu'il y a de l'inflammation. Et puis, aussi, quand on a d'inflammation, très souvent, on a la rétraction du tympan, ici sur le promontoire. Et là, vous voyez la rétraction totale avec de l'inflammation le long le diaphragme. Mais autre chose qui est important,
Et là, c'est de nouveau quelque chose qu'on peut voir en combimicité et plus difficile en MDCT, c'est qu'on peut voir l'inflammation de l'os. Vous voyez là, c'est de l'os sain, mais de l'autre, là, vous voyez que c'est plus hypodense. Ça veut dire qu'il y a de l'ostéomyélite, qu'il y a de l'inflammation. Et quand on fait un scanner de routine MDCT, on ne va pas voir ça. Mais en cone beam, on commence à voir ça très facilement. Et c'est important parce que de temps en temps, ce n'est pas seulement au niveau de l'os temporal même, mais sur les osselets, on peut le voir aussi. Et si vous voyez qu'il y a un lysis, vous voyez du côté gauche, ça c'est le processus lenticulaire de l'enclume et ça c'est la tête de l'étrier. Et regardez, c'est blanc, ossifié. Mais de l'autre côté, c'est gris. Ça veut dire qu'il y a de lyse. Et quand on va regarder là où il y a l'articulation, de nouveau, vous voyez ossifié, et là, c'est à peine visible, c'est devenu fibreux. Et ça, c'est important parce que quand le son, les ondes viennent, et normalement, les osselets sont là pour transférer les ondes du tympan vers le périlymphe, au lieu de les conduire, ils vont l'absorber et ça donne donc une surdité de conduction. Et c'est très important parce que dans ces cas-là, le chirurgien doit complètement remplacer la chaîne des osselets. Et normalement, il ne sait pas. Et donc, il va explorer et soudain, il trouve ça. Et pour lui, c'est une surprise. Et normalement, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas sur le planning. Et maintenant, pour la première fois, avec le scanner, on peut dire ça en avance. Donc, il peut faire tout le planning. Et je me souviens, la première fois que j'ai fait le diagnostic, le chirurgien, il était si heureux qu'il m'a envoyé ce film pour expliquer pourquoi c'est si important. Et si vous voyez, ça, c'est le processus lenticulaire, ça, c'est la capitulum de l'étrier. Regardez, il bouge l'enclume et tout ce qui est entre les deux, c'est comme du caoutchouc. Donc, ça bouge. Donc, ça veut dire que ça va absorber d'eau. Donc, ça veut dire qu'il doit enlever tous ces osselets et les remplacer. Et maintenant, on peut faire le diagnostic en préopératoire. Et pour eux, c'est important. Aussi, quand on a des inflammations, c'est pas seulement un lyse, mais aussi, on peut aussi avoir ça. Et c'était invisible en MDCT parce qu'on n'avait pas la résolution. Mais maintenant, au cone beam, regardez, on peut avoir de l'inflammation entre les osselets. Et c'est clair, là aussi, on va diminuer la transportation de l'onde et donc ça va absorber et donner une surdité de conduction. Pas seulement entre les deux osselets, regardez, ça peut aussi donner et de tissu mou et de déminéralisation des osselets. Et tout ça va donner des problèmes de conduction. Et c'est pour la première fois qu'on peut voir ça en utilisant le cone beam. Une fois que c'est plus chronique, toutes ces parties molles commencent à calcifier. Et une fois que ça va calcifier sur les tendons, les osselets, le tympan, on appelle ça du tympanosclérose. Et si vous voyez des calcifications sur la branche antérieure et la platine chez ce patient-là, ici sur le tympan, complètement calcifié, mais ce qui est aussi très intéressant, de nouveau, le cone beam, il est plus sensible pour ces changements que le MDCT. Et si on a de l'inflammation, mais regardez, vous voyez, dans l'inflammation, on commence à voir des régions qui sont plus blancs. C'est du calcium, ici même en niveau, qui commence à être visible dans les changements inflammatoires. C'est le début, c'est la stade précoce de tympanosclérose qu'on commence à voir en convulsivité. Quand est-ce qu'on va utiliser l'IRM? Seulement en inflammatoire quand il y a des problèmes. Et ici, vous voyez, c'est un patient qui a une otite moyenne suppurative et apicite pétreuse. Et le patient présentait en fait avec un syndrome de Gradinego. Ça veut dire que les nerfs ophtalmiques et abducens étaient atteints. Mais le premier signe était une masse dans le cou. C'était la mère qui était en train de mettre l'enfant dans un bain et puis pendant qu'elle était là, elle a vu qu'il y a une masse dans le cou. Et puis elle dit, voilà, je vais au pédiatre et puis le pédiatre l'envoie au ORL et vous voyez ce qui se passait. Le patient, en effet, avait une otite moyenne qui est sautée vers l'apex de l'os pétreux. Regardez l'autre côté ici. Et vous voyez même qu'il y a une masse, ça semble une masse dans le conduit auditif interne et l'angle pontocérebelleux, mais c'est clair, les petits-enfants, ils n'ont pas de schwannome. Donc, ça doit être inflammatoire. Et une fois que donc l'apex pétreux est atteint, est inflammé, on va atteindre ici l'artère carotide. Et une fois qu'on est autour de carotide, l'inflammation peut suivre la carotide hors du cerveau
suivons la carotide dans le cou et à un endroit, quand il y a trop d'inflammation, ça doit sortir et ça a sorti ici gauche dans le cou et c'est ça que la mère a vu. Là, il y a un abcès qui vient d'un otite moyen. Un autre exemple, pourquoi on a besoin d'IRM, on a une image comme ça, très très drôle. Où se trouve la cochlée? Tout est flou. Et on a vu quelques patients comme ça. Ce sont des inflammations granulomateuses et ils vont atteindre l'oreille interne et là, ils vont rester très calmes parce que c'est granuleux, c'est pas de tumeur. Et ils vont donner une prise de contraste partout, même sur les méninges dans l'angle pontocérébelleux. Et de plus en plus, ils vont détruire toute la cochlée. Et donc, ce n'est pas du calostéatome, ce n'est pas bactérien, c'est granulomateux et très lent et ça va détruire tout l'oreille. Et dans ces cas-là, pour voir l'extension, on a besoin de l'IRM aussi pour voir ce qui se passe au-delà de l'oreille moyenne. Donc, mais en tout cas, ça s'arrête aussi une fois qu'il n'y a plus de l'air dans l'oreille moyenne. On peut voir l'inflammation, on peut voir des cholestiatomes le moment qu'il y a de l'air encore. Mais une fois que tout est oblitéré, c'est difficile. Et là, on a besoin de l'IRM. Et si vous voyez qu'on a le T2 avec un hyposignal, puis on a ici le T1 et le T1 a un haut signal qui correspond aussi avec un petit peu de haut signal antérieur en T2. Quand on a du haut signal en T1, c'est facile. Dans ce cas-là, c'est une kyste à cholestérine. Ça veut dire inflammation chronique, ça va saigner de plus en plus et puis ça va accumuler des produits de sang dans l'oreille moyenne. Après Gado, ça ne va rien changer, seulement la partie plus postérieure est inflammatoire aussi, mais pour le reste, on peut faire le diagnostic. Quand on a de l'inflammation, on a haut signal en T2, bas signal en T1 et ça reste bas signal. Mais vous voyez, on a injecté et qu'est-ce qui se passe? Cette partie-là commence à rehausser. Donc, ça veut dire que c'est inflammatoire. S'il n'y a pas de changement, si ça reste hypointense, c'est du cholestiatome. Mais pour voir cette prise de contraste, très souvent, on doit attendre 45 minutes. Ça veut dire qu'on perd beaucoup de temps et on doit injecter. Donc, c'est difficile. Et ça nous amène vers les cholestiatomes. Comment est-ce qu'on va faire? Hein? Mais avant le cholestiatome, le résumé. Quand on a une otite moyenne aiguë ou chronique, on va voir les changements de pression dans l'oreille moyenne et on aura une rétraction du tympan et une opacification de l'oreille moyenne. Puis, plus tard, on peut commencer à avoir des déminéralisations ou des luxations des ocellets. Plus tard, quand ça devient chronique, tout va calcifier, on appelle ça tympanosclérose. Et quand il n'y a plus de l'air, c'est difficile à dire de quoi il s'agit. Dans ces cas-là, on a besoin de l'IRM pour caractériser ce qui se trouve dans l'oreille moyenne. Et ça nous apporte au cholestiatome. Et cholestiatome, aujourd'hui, ça veut dire IRM, plus scanner. Pourquoi? On a une séquence diffusion non EPI et dans un cas de cholestiatome, on va avoir une restriction de diffusion, mais il faut toujours vérifier ça en ADC, pas seulement croire les images B1000. Et puis, quand la diffusion est équivoque, il faut faire un IRM de suivi. Ça veut dire, par exemple, vous avez une très petite lésion et c'est pas clair si c'est inflammatoire ou c'est cholestiatome. Si c'est si petit, ça ne va rien détruire. On peut très simplement suivre le patient et regarder un an plus tard si ça a poussé, oui ou non. Si ça n'a pas poussé et le signal change, c'est probablement pas de cholestiatome. Autrement, on va savoir. Oui, le scanner, quel est le rôle du scanner? C'est seulement dans le cadre préopératoire. D'abord, on va toujours éviter de donner trop d'irradiation. Quand on peut faire tout ça en IRM et plus sûr. Là, c'est important. Et puis, quand le chirurgien doit entrer et enlever le cholestiatome, il doit savoir s'il y a avoir encore des osselets qu'il peut utiliser, quel est le meilleur abord. Et tout ça, pour lui, c'est très important d'avoir le scanner. Le gadolinium n'est plus nécessaire aujourd'hui et la chirurgie de seconde intention, c'est fini. En Europe, on ne l'utilise plus. Avant, tous ces patients qui étaient opérés, ils avaient une deuxième et troisième opération après 2 ans, 4 ans pour voir s'il n'y a pas de récidive ou de pièces restées derrière. Maintenant, c'est inutile de faire tous ces efforts, simplement un seul IRM et on peut exclure s'il y a des lésions de cholestiatome qui restent là. Pourquoi de l'IRM? Voilà. Si on a un cholestiatome et on a le T1, en T1, vous voyez, c'est du hyposignal, on le voit là-bas. Puis en T2, c'est un petit peu plus de haut signal.
En diffusion, c'est très haut en B1000, puis c'est hypointense en ADC, et vous voyez, après, à Gado, il n'y a pas de prise de contraste. Inflammation, vous voyez, inflammation et cholesciatome en T1, T2, exactement la même chose. En T1 Gado, oui, prise de contraste, mais après 45 minutes. Donc un grand effort et perte de temps. Mais quand on a la diffusion, vous voyez que c'est complètement l'inverse du cholesciatome. Et c'est la même chose pour la kystakholestérine, facile à détecter sur le T1, T2, mais aussi en diffusion, c'est complètement différent du cholesciatome. Donc, quand on seulement fait ça, il ne faut plus faire les autres. Quand on seulement fait la non-EPI diffusion, on peut directement faire la différence entre cholesciatome et les autres affections de l'oreille moyenne. Il faut utiliser le EPI, le non-EPI, parce que le EPI donne des artefacts. Et je montre ici, voilà, un cholesciatome sous le tegment dans l'oreille moyenne, et en T1, pas de prise de contraste hypo-intense. Donc, un cholesciatome probable. On va vérifier en EPI, et qu'est-ce qu'on voit? Des cholesciatomes des deux côtés. Et quand vous allez utiliser du EPI, tous vos patients vont avoir des cholesciatomes des deux côtés. Ce sont simplement les artefacts entre la fosse moyenne et l'oreille. Et voilà maintenant, en non-EPI, le même patient, c'est seulement du côté gauche et l'autre, c'est un artefact. C'est pour ça qu'il faut faire du non-EPI parce que le EPI ne marche pas du tout. Donc, toujours du non-EPI. Et vous voyez que le non-EPI seul, comparé avec une combinaison de toutes les autres séquences, a la même spécificité et sensibilité. Donc, pourquoi perdre du temps quand on utilise le non-EPI, on peut faire le diagnostic. Donc, c'est une séquence qui est très forte. Mais il faut toujours vérifier l'ADC. Ça, c'est important. L'ADC, c'est fait en utilisant le B0 et le B1000 de diffusion. Et je montre un exemple. Ici, vous voyez une lésion, c'est l'oreille moyenne, il n'y a plus de l'air, on ne peut plus rien dire. Est-ce que c'est un cholesciatome? Est-ce que c'est de liquide, un kyste? Je ne sais pas. Donc, on va vers le T2. Le T2 montre qu'il y a une lésion de haut signal, mais bas signal en T1 plus GADO. Donc, ça peut être un cholesciatome. Donc, on fait de diffusion au signal en B0, c'est clair, mais en B1000, entre les deux, il y a quelque chose. Mais en ADC, il n'y a pas le bas signal. Ça veut dire qu'on est en train de regarder du T2 shine through. Donc, en ADC, je peux directement dire, ça, ce n'est pas du cholesciatome du tout. Ça doit être une kyste en protéinique qu'on a là. Donc, très important de l'utiliser, la ADC. Puis, on a d'autres exemples, et maintenant, c'est un exemple simplement pour vous montrer pourquoi la diffusion est si importante. Ici, c'est un patient qui avait une opération du côté droit, canal wall-up. Ça veut dire que le chirurgien, il a gardé le conduit auditif externe. Il n'a pas détruit. On peut aussi détruire le conduit auditif externe et comme ça, c'est plus facile à suivre ce qui se passe dans l'oreille moyenne, s'il y a des récidives ou des pièces qui restent. Mais quand c'est avec un canal intact, c'est plus difficile de regarder parce que c'est une petite ouverture. Si c'est derrière dans le mastoïde, on ne peut pas voir. Donc, ici, vous voyez le coronal, ici le T1 sans et après Gado, on ne peut rien dire. Même si c'est haute résolution, est-ce qu'il y a une cholesciatome qui reste ou qui est récidif? On ne sait pas. Mais par contre, on voit de l'autre côté qu'il y a là déjà un eau signal qu'ils n'ont pas vu avant. Et là, c'est un haut signal, pas dans l'oreille moyenne, mais sous le conduit auditif externe. T1, très haut signal, et bas signal en T1, et pas de prise de contraste après Gado. Ça veut dire que c'est un cholesciatome, mais congénital, comme ce n'est pas dans l'oreille moyenne, mais dans l'oreille interne. Donc, un cholesciatome congénital. On fait de diffusion, et qu'est-ce qu'on voit? Ah, il y a là le cholesciatome congénital, et de l'autre côté, il y a le cholesciatome qu'on a resté derrière pendant la chirurgie ou qui a repoussé. Donc, deux lésions. Maintenant, on a besoin, une fois qu'on a donc vérifié et qu'on est certain qu'il y a des cholesciatomes, maintenant, on a le droit d'irradier le patient et de faire un scanner. Et regardez, ça c'est le côté droit. Si on n'avait pas l'IRM, et vous voyez ça après la chirurgie, voilà le conduit intact, conduit externe intact, et on voit ça, qu'est-ce qu'on va dire? Que ce sont des cholesciatomes? Ben non, tout le monde va dire que ça c'est
de fibrose, de post-opératoire, inflammation. Mais non, on sait, c'est du cholestéatome qui reste là. De l'autre côté, vous voyez qu'il y a le cholestéatome congénital qui est très proche du tour de spire basal. Donc, déjà une oreille qui ne marche pas trop du côté droit, du côté gauche, on est proche de la cochlée. Et si ça va atteindre la cochlée, on a une oreille sourde. Et donc, il faut d'abord protéger cette oreille, autrement, on a un problème avec ce patient. Donc, ils vont l'opérer. Donc, un très bon chirurgien, il prend tout ça, il prend son temps, et puis il vérifie après. Et qu'est-ce qu'il voit après? Il a laissé une petite pièce derrière. Il n'aime pas parce qu'il est très c'était quelqu'un qui veut toujours être parfait. Il a laissé ça. Il veut savoir où ça se trouve. Maintenant, de nouveau, on a besoin du scanner parce que maintenant, il faut savoir où ça se trouve. L'autre, du côté là, il n'a pas été opéré, donc il reste là, la cholestéatome. Et du côté gauche, regardez, ça c'est le nerf facial. Et si c'est ça qu'il a laissé derrière, tout ça, c'est de fibrose post-opératoire. Mais s'il y a une cellule qui est fermée par un cortex, il ne pouvait pas le voir. Et là, il y a du cholestéatome. Donc, il va revenir, il va reprendre ça aussi, même si ce n'est pas visible par l'œil, mais il sait que c'est sous l'os. Donc, de nouveau, il va opérer. Maintenant, il l'a enlevé du côté gauche, c'est plus là. Et puis, la troisième opération enlève ça. Et maintenant, à la fin, vous voyez, tout est parti. Imaginez, vous n'avez pas l'IRM, c'est impossible, impossible de même savoir s'il y a encore du cholestéatome du côté droit et du côté gauche. Donc, c'est quelque chose qui est devenu indispensable. Et vous voyez ici, c'est une des premières patients qu'on a eu. C'est un patient qui a été opéré. On a enlevé tout, on a oblitéré. Donc, c'est une exclusion de l'oreille moyenne. Et vous voyez, tout a été repris. Et puis, le patient est bon, 2, 3 ans, et après 4, 5 ans, il dit, je sens quelque chose, il y a quelque chose qui change. Donc, on fait un scanner. Un an plus tard, les mêmes complaintes, on fait un autre scanner, et ça reste le même, on ne peut rien voir. Le scanner est simplement aveugle, c'est gris. Et personne veut aller dedans parce qu'on ne sait pas où se trouve quelque chose, où se trouve la carotide, où se trouve le facial. Donc, personne ne veut y aller quand ce n'est pas nécessaire. Et c'est à cette époque qu'on commençait avec l'IRM. Et là, vous voyez en IRM ce qu'on voyait en plan coronal. Au centre, au signal NT2, au signal NT1. Ça veut dire du sang, ça veut dire un grand kyste à cholestérine au centre. Hein? Et pas de restriction de diffusion, donc kyste à cholestérine. Puis à côté, signal intermédiaire, droite-gauche, deux lésions, NT1 hyposignal, après Gado, pas de prise de contraste et avec restriction de diffusion de cholestéatome. Et le chirurgien est allé dedans et qu'est-ce qu'il a trouvé? Un kyste à cholestérine et deux cholestéatomes. Et dès ce moment, on savait que le futur était IRM pour tout ce qui est cholestéatome. Donc, pour le dépistage du cholestéatome, il faut utiliser IRM non-EPI. EPI ne marche pas, surtout pas utiliser l'EPI parce que ça donne des artefacts. La diffusion non EPI est dans la plupart des cas la seule séquence nécessaire. Donc, l'utilisation du GADO, on peut l'éviter. Puis, l'IRM diffusion non EPI remplace la chirurgie de secondentation. C'est un gain d'argent, un gain de temps énorme et aussi un confort pour les patients qui est énorme. Et c'était à utiliser comme roadmap uniquement lorsque l'IRM de diffusion non EPI est positif. Une fois qu'on a vu qu'il y a un cholestéatome, il a une raison pour faire un scanner pour montrer le chirurgien ce qu'il peut utiliser des osselets et ce qui est détruit. Continuons avec traumatisme. Quand on a des traumas, on peut avoir des fractures. Il y a des fractures longitudinales, transversales. Il y a les complications pneumo-hémolabyrinthes, les luxations et les fractures des osselets et les atteintes du nerf facial. Commençons ici avec les fractures longitudinales. C'est drôle, le nom longitudinal, mais le longitudinal veut dire les fractures entre ce qui est complètement transverse et la ligne du nerf facial. Tout ce qui est entre ces lignes, horizontales et obliques, tout ça, c'est une fracture longitudinale. Vous voyez celui-là qui est complètement transverse, il est longitudinal et toutes ces lignes de force vont se concentrer, converger vers le ganglion géniculaire. Ça veut dire que ces gens-là, très souvent, ont des problèmes, des contusions du nerf facial. Par contre, les fractures transversales, ça veut dire en fait des fractures perpendiculaires à l'apex pétreux et ces fractures vont passer par l'oreille interne et donner une surdité de perception longitudinale plutôt de conduction. Donc, voilà les deux terminologies.
On peut voir, quand on a des images qui sont très détaillées, on peut voir toutes ces fractures. Vous voyez, là, il y a déjà des fractures, mais on va voir, voilà, le conduit auditif externe. Là, il y a des fractures qui vont vers le canal facial. Toutes ces fractures, on peut voir ça en détail, les osselets qui sont luxés. Voilà, ce sont des fractures longitudinales ici qu'on voit. Et on peut les reconstruire dans tous les plans. Et on peut voir pas seulement les fractures de l'os temporal et l'apex pétreux, mais on peut aussi voir ce qui se passe avec les osselets. Ici, on a une luxation. Donc, vous voyez que là, le marteau reste dans l'oreille moyenne, mais vous voyez que l'étrier est luxé, même latéral du tympan, dans le conduit auditif externe. Hein, vous voyez des fractures qui sont pas seulement sur les osselets, c'est transversal et longitudinal ensemble ici chez ce patient, mais aussi de nouveau une fracture et des luxations des osselets. Très important toujours, il faut savoir pour fracturer le rocher, l'impact doit être important. Ça veut dire que très souvent, l'impact ne va pas rester dans le rocher, mais va continuer plus loin et va traverser la base du crâne. Et c'est là que très souvent, les gens restent morts sur place parce que ces fractures atteignent les carotides des deux côtés et commencent à saigner et c'est la fin. Ce patient a eu beaucoup de chance, des fractures à travers des deux canaux, même avec une pièce qui pousse sur le paroi du carotide, mais heureusement, il n'a pas saigné. Euh, Aussi, il faut toujours regarder quand on a des surdités post-traumatiques, de temps en temps, le scanner va être négatif. Et dans ces cas-là, beaucoup de gens vont dire, OK, c'est ça, c'est rien, il n'y a rien. Mais il y a une surdité. Et ce qu'il ne faut pas oublier, qu'on peut aussi avoir des problèmes au niveau des voies auditives. Et les voies auditives, la gare centrale des voies auditives, c'est le colliculus inférieur, dont dans le tronc cérébral. Et si vous voyez un patient qui a eu un accident de voiture avec une whiplash, et là, c'est le tente cervelet qui a touché la partie postérieure sur les colliculés inférieurs, ça a saigné. Et si vous voyez le hémosydérine, et c'est clair, quand on a ça, c'est de surdité bilatérale totale et on ne peut rien faire, même pas avec un implant cochléaire. Un autre exemple, un homme qui a fait une chute en bicyclette et puis après, il avait agnosie auditive. Ça veut dire il entendait quelque chose quand on parlait, mais c'était pour lui plus des mots, c'est un autre son, et donc il ne pouvait plus répondre. Et vous voyez là, c'est une contusion hémorragique sur le cortex auditif dans la région temporale. Donc c'est important d'aller plus loin et pas seulement se fixer sur le rocher. On peut aussi avoir des luxations incrustapédiennes. Et si vous voyez du côté gauche, c'est le processus lenticulaire et là, c'est la tête de l'étrier. Et vous voyez, quand on regardait plus loin, ils ne vont pas s'approcher. Par contre, de l'autre côté, vous voyez, ils se touchent facilement. Donc là, c'est normal, c'est une luxation. Et quand on a des coupes, comme en Cone Beam City, là, l'épaisseur des coupes est de 0,125 mm ou 125 microns. Là, on ne peut pas le louper. En scanner MDCT, très souvent, vos coupes sont beaucoup plus épais que ça. Et là, c'est de temps en temps plus difficile pour faire le diagnostic. Un autre exemple, ici, ça on a déjà vu. Ici, c'est un patient où on ne trouvait plus l'enclume. Et là, vous voyez, l'enclume était tombé dans le mastoïde. Et là, vous voyez aussi qu'il y a de la muqueuse qui couvrait l'osselet. Et c'est comme ça que le chirurgien ne pouvait pas le retrouver. De temps en temps, on a aussi des fractures qui sont très discrètes. Regardez ici, c'est en MDCT, c'était difficile. Aujourd'hui, on fait ça avec Bondbeam. Vous voyez, c'est la manche du marteau qu'on voit et de l'autre côté, il y a une fracture. Vous voyez une fracture. Et on voit ça 2, 3, 4 fois par an aujourd'hui. Et c'est simplement comment est-ce que ça se fait. Il y a des jeunes hommes qui veulent impressionner les jeunes filles et ils pensent que quand ils mettent leurs doigts dans le conduit auditif externe et il ressort très vite, alors ça fait un bruit qui fait floup et ils pensent que ça, c'est impressionnant pour la fille. C'est pas du tout, mais en plus, c'est dangereux. Et très souvent, ils ont une négative pression et comme ça, ils vont fracturer la manche. Et donc, ici, vous voyez qu'on peut vérifier ça. Voilà, le chirurgien voit ça et aujourd'hui, il y a du col automimix qu'on utilise pour les fixer de nouveau. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ici, un autre exemple, mais maintenant en cone beam, beaucoup plus facile à voir.
Et on voit de plus en plus en détail en cone beam. Et je vous montre un exemple ici. C'est un patient qui était là quand on avait l'attentat à l'aéroport de Bruxelles. Donc, c'était une explosion et cette explosion chez ce patient-là a détruit les osselets hein, parce que c'est un son fort et vous voyez à quel point aujourd'hui on peut voir les choses. Regardez ici, c'est la platine qui est fracturée. On peut voir une fracture de la platine et en plus là, regardez, la branche antérieure est aussi fracturée et on a opéré le patient et on a confirmé cette petite fracture de l'étrier. En plus, on peut même voir une fracture là, regardez, qui est dans l'oreille interne, qui passe dans la paroi supérieure du canal du facial et ressort là-bas. Donc, on voit les deux fractures qui passent dans le canal tympanique du nerf facial. Donc, on voit plus. Mais de nouveau, quand on n'a rien, pensons qu'il n'y a rien en scanner, il faut aussi regarder l'oreille interne. C'est un patient qui, après un accident, était complètement sourd et en scanner négatif. Mais regardez en IRM, il y a de hauts signaux dans le vestibule et la cochlée en flair, beaucoup plus facile qu'à voir qu'un T1. Un T1 n'est pas très sensible, mais le flair, il est très sensible. C'est du sang. C'est donc une hémorragie intralabyrinthique, post-traumatique, et c'est clair, normalement, ça résulte à une surdité définitive de l'oreille. Donc, on peut avoir un scanner négatif, on n'a rien expliqué, mais quand on fait de l'IRM dans ces patients-là, très souvent, on peut voir les problèmes dans le labyrinthe ou sur les voies auditives. La même chose va pour le nerf facial. Très souvent, en post-traumatique, on peut avoir une paralysie faciale et même s'il n'y a pas de fracture au niveau du canal ou le ganglion géniculé, c'est parce que les fractures longitudinales qui ont leur ligne de force shockwave qui va jusqu'au niveau du ganglion géniculé peut donner une contusion du ganglion, même si la fracture s'arrête plus tôt. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas, si la paralysie s'améliore pas, on peut aller voir et il faut faire l'IRM. Vous voyez ici l'IRM sans GADO. Il y a du sang dans le conduit auditif interne et le ganglion géniculé. Et après du GADO, il y a une prise de contraste au fond et sur le segment labyrinthique. Ça veut dire qu'on a une contusion du nerf facial. Et dans ces cas-là, on sait que le nerf dans le labyrinthe, dans le segment labyrinthique prend 85% du canal, donc il n'y a pas de place pour gonfler. Si ça gonfle, ça va comprimer les artères qui vont donner du sang à ce segment du nerf et on va avoir la nécrose. Et dans ces cas-là, il faut envisager si on ne doit pas décomprimer le segment labyrinthique. Donc, en traumatisme, d'abord, la technique c'est clair, c'est le scanner. Et si on a accès, le cone beam qui est beaucoup plus haut en résolution. Autre résolution nécessaire pour voir les luxations et les fractures des osselets, c'est clair, de nouveau, si c'est possible, du cone beam. Et le cone beam, c'est beaucoup moins cher et donne beaucoup moins d'irradiation que le MDCT. Et puis, quand il y a des complications où le CT est négatif, il faut savoir que en IRM, on peut voir des lésions dans le labyrinthe et sur les voies auditives. Et pour la paralysie faciale post-traumatique, il faut savoir qu'on peut avoir le nerf qui a une contusion et de temps en temps, c'est nécessaire pour le décomprimer. Et ça nous amène vers le schwannome. Et le schwannome du nerf cochléo-vestibulaire, là, la technique, c'est IRM. Toujours T1 avec du GADO et du T2 pour voir les nerfs, pour voir s'il n'y a pas de perte liquide dans le labyrinthe. Puis vérifier la présence de petits schwannomes dans le conduit auditif interne et le labyrinthe et exclure des schwannomes contralatérales. Mesurer et suivre l'évolution du volume et la préservation de l'audition est-il possible et où se trouve le nerf facial. Regardons. D'abord, il faut savoir l'anatomie. Quand on regarde dans l'oreille interne et on est près du fond le plancher du conduit auditif interne, là, on a une bifurcation. C'est la branche cochléaire et la branche vestibulaire inférieure et une petite branche qui va vers l'ampoule postérieure. C'est le nerf ampulaire postérieur ou singulier qu'on peut voir là. Quand on est plus haut, vers le toit du conduit auditif interne. Là, les nerfs sont parallèles. En avant, le facial, en arrière, le nerf vestibulaire supérieur, avec le ganglion de Scarpa qui est là. Et en 3T, on le voit presque toujours. En 1,5 Tesla, c'est moins facile, mais en 3T, il est toujours là. Donc, il faut savoir que ce n'est pas une lésion, que c'est le ganglion qu'on peut voir là. De temps en temps, en haute résolution, on voit même deux parties du nerf facial. Ça, ici, derrière, ça, c'est le nerf
cochléo-vestibulaire. Et ici, c'est le facial antérieur, le nerf facial propre, derrière le nerf intermédiaire entre le 7 et le 8, ou le nerf de Vriesberg. C'est la partie parasympathique du nerf facial qu'on peut voir en haute résolution. Mais maintenant, et ça, je veux vraiment faire le point ici, il faut toujours utiliser du Gado. Parce que le clinicien, qu'est-ce qu'il veut savoir? Est-ce qu'il y a un schwannome, oui ou non? Et si on ne peut pas répondre à ça, pourquoi faire de l'imagerie? Et donc ici, vous voyez le ganglion de Scarpa. J'injecte, rien. En coronal et axial, rien. Un autre exemple, on voit le ganglion, j'injecte et je vois deux prises de contraste sur le nerf vestibulaire supérieur et inférieur. Il y a deux parties du ganglion de Scarpa, deux schwannomes. Il y a un autre, est-ce que c'est le ganglion? J'injecte? Non, c'est un schwannome. C'est le ganglion? Non, c'est un schwannome. Parce que c'est là que le nerf de premier ordre et deuxième ordre se joignent, et c'est là que la plupart des schwannomes commencent. Et sans Gado, on ne peut même pas distinguer le ganglion normal d'un schwannome qui commence. Donc, c'est important. Quand on veut le distinguer, il faut injecter. Autrement, on ne peut pas exclure un schwannome. Et regardez, ce n'est pas seulement sur les nerfs qu'on va avoir des schwannomes. Ici, vous voyez des coupes très fines en T2. Et là, vous voyez, regardez avec moi, il y a une perte de signal 1, 2, 3 sur 7 images. C'est dans le deuxième tour de spire, dans la rampe tympanique. Donc, regardez là, voilà, il n'y a pas de liquide là-bas. Et en Gado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 images où je vois un schwannome intralabyrinthique dans la deuxième tour de spire, dans la rampe tympanique. Donc, vous voyez, ils sont là. Et à Bruges, on a 10% des schwannomes nouveaux qu'on va dépister sont intralabyrinthiques. Donc, il faut toujours très bien voir s'il n'y a pas de lésion là-bas. Donc, regardez là, dans la deuxième tour de spire, vous voyez, c'est la rampe vestibulaire tympanique. Et ici, donc, il n'y a plus de liquide. C'est le schwannome, là, qui remplace le liquide dans le deuxième tour de spire. Et à ce point-là, donc, on peut dire qu'il y a un schwannome. On peut le suivre pour voir s'il pousse. Et vous voyez là, un an plus tard, le schwannome a poussé et n'est plus seulement dans la rampe tympanique, mais maintenant, il n'y a plus de liquide dans la rampe vestibulaire. Et en sagittal, regardez comme ça a poussé, et même en coronal, ça a sauté d'un rampe à l'autre dans le deuxième tour de spire. Donc, on peut faire voir ça. Le diagnostic différentiel, c'est le labyrinthite. Quelle est la différence? D'abord, quand on a une labyrinthite, c'est presque toujours dans et la cochlée et le vestibule. Hein? Donc, ça, c'est différent. Deuxièmement, les bords ne sont pas nets comme chez le schwannome, mais flous. Et puis, dernièrement, la fluide intralabyrinthique n'est pas perdue. Quand on a un schwannome, on ne va jamais voir après qu'il y a encore de liquide. Mais ici, c'est simplement de l'inflammation, c'est du Gado qu'on voit ensemble avec le périlymphe. Donc ça, c'est la différence entre un schwannome. Si ça persiste, l'inflammation, ça peut calcifier. Et si vous voyez une calcification dans la rampe tympanique, près de la fenêtre ronde à ce niveau-là, et de là, de nouveau, pour distinguer quand on n'a plus de liquide, si c'est de calcification ou si c'est un schwannome, là, on a besoin ou de fibrose, on a besoin de scanner pour montrer ça. Autre chose qui est très important, c'est quand on a un schwannome, nous sommes tous les mêmes, on est très heureux et on dit voilà, je l'ai vu, je fais un rapport fantastique et c'est fini. Non. Pour moi, quand je vois un schwannome d'un côté, pour moi, le plus important devient l'autre oreille. Parce que quand on va demander au chirurgien de l'enlever, probablement on aura une oreille sourde. Mais si l'autre oreille est en danger aussi, il ne faut pas l'enlever. Quand on a un petit peu d'audition qui reste du côté gauche, et on voit ici le ganglion de Scarpa qui est un autre schwannome, donc c'est un patient avec neurofibromatose 2. Dans ce cas-là, une fois qu'on dit au chirurgien il y a une autre lésion de l'autre côté, il va dire ouh là je ne tousse pas. Je vais attendre jusqu'au moment qu'il n'y a pas plus d'audition qui reste du côté gauche, parce que peut-être cette oreille va être plus vite sourde que l'autre avec la grande lésion. Donc, vous voyez, c'est important de toujours vérifier l'autre oreille. Et puis, volume, mesure. Donc, c'est très important. Quand on nous envoie des patients pour voir l'évolution, c'est parce qu'ils veulent savoir si ça pousse. Et c'est clair ici, vous voyez que ça pousse et on peut mesurer le diamètre. Les volumes c'est clair, sont plus exacts. Et vous voyez, voilà, ça pousse. Et ça, c'est la raison pour laquelle ils vont opérer. On a des
techniques pour mesurer les volumes. Vous voyez ici, on peut simplement mesurer, identifier. Ça, c'est un grand, mais c'est pas toujours très clair. Regardez, ici, on a un patient qui a un schwannome dans le conjonctif interne et l'angle pontocérebelleux. Un an plus tard, on mesure et c'est moins. Ça veut dire certainement que ça ne pousse pas. Peut-être c'est devenu plus petit, mais probablement c'est la faute sur le mesurement qu'on voit ici. Donc, pas de croissance. Maintenant, je montre le même patient. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait ces images 3D, donc très fines, en T1 Gado, et au lieu de mesurer, on va, avec un logiciel, on va parfaitement superposer les deux études, les 2 années. Et puis, une fois que c'est parfaitement superposé, on va soustraire. Et une fois qu'on va soustraire, vous voyez, le patient où on pensait qu'il n'y avait rien qui changeait, vous allez voir qu'on a une bande noire. Voilà, ça pousse. Donc ici, le patient a un schwannome qui est agrandi, mais sur les mesures, on pensait même que ça avait diminué. Mais c'est clair que le plus exact, c'est quand on peut faire des reconstructions. Finalement, on peut aussi regarder le liquide dans la cochlée. Et vous voyez, là, il y a un schwannome. Et puis, vous voyez aussi que le signal du périlymphe a diminué par rapport au côté normal. Une fois qu'on voit ça, et on a fait des études là-dessus à Anvers, et là, une fois qu'on voit ça, ça veut dire que quand on va essayer de sauvegarder l'audition en chirurgie, on ne va pas réussir. Vous voyez, quand l'intensité du signal est normale, on peut sauvegarder l'audition en 80% si la signal est diminué 20%. Donc, quand on voit le signal qui est bas et le patient est plus âgé, on ne va pas faire le risque et on va simplement enlever le schwannome translabyrinthique. Par contre, quand on a une chance de sauvegarder l'audition et le patient est plus jeune, on va par la fosse postérieure. Il faut toujours aussi regarder le facial parce que la seule chose qu'on ne veut pas, que c'est pendant la chirurgie, on va endommager le nerf facial. Et donc, toujours en T2, on peut voir, normalement, le facial est toujours refoulé en antérieur et supérieur, mais il y a des exceptions. Ici, vous voyez le schwannome et regardez le nerf 8 et 7, les deux sont là et les deux passent en arrière. Donc, quand on va opérer de voie postérieure et on va fraiser le mur postérieur, boum, on peut endommager le septe. Et là, il faut avertir le chirurgien et toujours vérifier ça. Donc, en conclusion, haute résolution T1 plus Gado est nécessaire pour voir le petit schwannome et distinguer le ganglion de Scarpa d'un petit schwannome. S'assurer que l'oreille contralatérale est normale, exclure les lésions bilatérales, puis mesurer la volume, très, très, très important. Et si on a les possibilités, soustraire les images et puis localiser les nerfs faciaux pour éviter des catastrophes. Puis, on a l'imagerie dans la maladie de Menière, hydrops endolymphatique. Comment ça fonctionne? D'abord, il faut savoir quand on injecte du gadolinium, le gadolinium ne peut pas traverser la barrière normale sans endolymphe. Donc, ça veut dire que l'endolymphe ne sera pas visible en contraste. Ça reste noir. Le gadolinium peut traverser la barrière normale sans périlymphe. Donc, ça veut dire, après injection de gado, le périlymphe devient blanc. Le haussement maximal de la périlymphe est observé après 4 heures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va injecter le patient, on lui laisse partir, et 4 heures plus tard, il revient, et c'est là qu'on fait l'imagerie en IRM. Et la séquence T1 n'est pas assez sensible pour voir le prise de contraste intralabyrinthique, et c'est pour ça qu'on utilise les séquences 3D flair. Mais là, ça prend du temps, et on a besoin d'une autre résolution. Donc, une autre résolution spatiale est nécessaire, vous voyez, 0,5, 0,5, 0,8, et ça donne des longues séquences, même quand on a tous des trucs pour accélérer, ça prend quand même 6 à 8 minutes. Donc, ça veut dire qu'il faut immobiliser le patient, et c'est pour ça qu'on utilise, vous voyez là, des coussins gonflables. Comme ça, le patient ne peut plus bouger la tête dans l'antenne. Et en plus, il faut avoir des antennes qui sont extrêmement capables, 32 canaux, avec des éléments comme ici, qu'on peut déplacer contre la peau du patient. Et comme ça, on a un plus haut signal chez ces patients-là. OK, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas au courant de Menière? Qu'est-ce que c'est? Ici, vous voyez la cochlée avec la rampe vestibulaire tympanique remplie de périlymphe. Et ici, on a la rampe moyenne avec la membrane de Reisner qui est très, 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 très petite.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un hydrops endolymphatique, parce que c'est seulement ici qu'on a l'endolymphe, ça veut dire que la partie de la rampe moyenne va devenir plus grand et va refouler le périlymphe dans la rampe vestibulaire. Pourquoi pas dans la rampe tympanique? Parce que entre la rampe moyenne et la rampe tympanique, il y a la lampe spirale osseuse et l'organe de Corti, et c'est trop difficile pour refouler ça. C'est beaucoup plus facile de refouler le membrane de Reissner. Ça, c'est le grade 1, et dans le grade 2, tout le périlymphe va partir, ne plus être visible dans la rampe vestibulaire. Donc ça, c'est ce qu'on va voir en cas de Meunière ou de hydrops endolymphatique. Voilà ce qu'on a dans un cas normal. Dans un cas normal, vous voyez la rampe vestibulaire tympanique, on les voit blanc, blanc, et entre les deux, un petit trait noir qui est probablement tout ce qui est la rampe moyenne avec l'organe de Corti et tout ça. Mais rien, donc ça c'est normal. Une fois qu'on a un hydrops qui commence, vous allez voir, maintenant la rampe moyenne devient plus grande. Et regardez, comme il n'y a pas de liquide qui peut arriver dans l'indolymphe, on voit ça comme des petites boules dans l'arbre de Noël, à la périphérie, des boules noires. Donc, vous voyez là, ça c'est la grade 1. Si ça continue, ça va refouler tout ce qui est dans la rampe vestibulaire, et on a la rampe vestibulaire, tympanique vestibulaire, ça j'appelle l'image zèbre. Hein? Comme ça, on a un grade 2. Dans le vestibule, c'est la même chose. Là, normalement, en antérieur, on a ici le sacule et en postérieur, c'est l'utricule. Et donc, il n'y a pas de liquide. Ça, c'est un patient normal. Il n'y a pas de gado qui peut arriver dans le endolymphe. Mais le périlymphe, après 4 heures, devient blanc. Vous voyez là. Normalement, l'utricule est toujours plus grand que le sacule. Quand le sacule devient plus grand que le utricule, ça, c'est stade 1. Puis, plus loin, on voit qu'il y a une confluence entre les deux, mais on a encore du périlymphe autour. C'est la grade 2. Et le grade 3, ça a tout refoulé. Il n'y a même pas de périlymphe en périphérie du vestibule. Et comme ça, on a les 3 grades de Meunière. Vous voyez, on avait vraiment besoin de techniques développées pour diminuer le temps. Au début, ces séquences prenaient 14 minutes, puis on a commencé à utiliser le compressed sensing, accélération, et puis plus d'accélération, et vous voyez, maintenant on fait ça au moitié du temps, et regardez, c'est exactement le même diagnostic, on peut voir les drops. Et voilà un autre exemple ici, qu'est-ce qu'on voit chez ce patient? Chez ce patient, vous voyez l'image zèbre, donc ça veut dire cochlée 2, et puis le vestibule, où se trouve le vestibule? Le vestibule est ici. On a un petit peu de périlymphe, mais en arrière, je ne vois plus de périlymphe. Donc, ça, c'est un V3, vestibulaire 3. Donc, c'est le diagnostic, c'est cochléaire 2, vestibulaire 3. Autre chose qu'il faut savoir, de temps en temps, on voit que le sacule et le vestibule et l'utricule, ils sont normaux, symétrique, mais d'un côté, il y a une prise de contraste après 4 heures qu'on ne voit pas de l'autre côté. C'est une prise de contraste asymétrique. Et on sait, on a fait une étude là-dessus, que ça correspond parfaitement avec la clinique de Meunière. Donc, ça veut dire, même s'il n'y a pas de hydrops endolymphatique, la prise de contraste d'un côté dans le labyrinthe est déjà diagnostique pour faire le diagnostic de Meunière. Donc, en conclusion, une injection de Gado 4 heures avant l'examen et un IRM et une séquence de 3D flares sont nécessaires pour faire le diagnostic de la maladie de Meunière. Hydrops cochléaire à 3 stades, 1, 0, 1, 2, et vestibulaire 4, normal 1, 2, 3. Et puis, quand on a du Gado, une prise de Gado asymétrique, ça veut dire qu'on peut dire qu'il y a un hydrops endolymphique qui va se produire, mais en tout cas que ça correspond très bien avec le diagnostic et les signes de Meunière. Finalement, la paralysie faciale, c'est aussi quelque chose qu'on nous demande très souvent. Et là, on va utiliser le T1 Gado. Vous voyez ici, on va voir une prise de contraste au fond du conduit auditif interne et sur le segment labyrinthique. Ça sont les seuls deux signes qui sont fiables. Une prise de contraste dans le ganglion, le segment tympanique et plus loin, n'est pas fiable. Je vais expliquer tout à l'heure. Autre signe, c'est en T2. En T2, vous voyez du côté normal, vous voyez là le nerf facial et le nerf vestibulaire supérieur. Et regardez comme je peux suivre le liquide, le LCR autour jusqu'au fond. Hein, très aigu là. De l'autre côté, amputation. Vous voyez, perpendiculaire le nerf et puis l'œdème du nerf.
Donc, en T2, très souvent, on peut déjà faire le diagnostic de néphrite. Regardez ici, c'est le même patient et de l'autre côté, j'ai aussi une prise de contraste le long le nerf, le segment tympanique du nerf facial. Pourquoi? Est-ce que c'est aussi de néphrite? Mais non, ce n'est pas de néphrite. Mais il faut savoir que dans le segment labyrinthique, le nerf prend 95% du contenu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour des vaisseaux autour. Et ça veut dire quand il y a une prise de contraste, on est en train de regarder le nerf, pas les vaisseaux. Par contre, une fois qu'on est dans la deuxième partie, là, 50% dans le canal, ce sont des vaisseaux. Donc, quand on injecte, ça va toujours rehausser. Et dans le segment mastoïdien, 40% ce sont des vaisseaux. Donc, ça va toujours prendre. Comme ici, voilà, une prise de contraste sur le segment tympanique, c'est physiologique en T1. Par contre, on avait des nouvelles séquences, et ça c'est intéressant, des séquences black blot qui vont supprimer le flux même s'il y a du gado injecté. Donc ça veut dire qu'on ne voit plus les vaisseaux. Et regardez, il y a un labyrinthite, segment labyrinthique, deuxième portion, troisième portion, et l'autre côté, rien, parce que c'est du black blot, on va supprimer tout ce qui est vaisseau. Et comme ça, pour la première fois, on peut voir la néphrite sur tous les segments. Autre chose qui est intéressant, une fois que le nerf sort du cerveau, de la base du crâne, on ne peut plus le voir parce que là, ça ne marche plus. Il y a des parties molles partout. Mais là, on a des nouvelles séquences qui sont des séquences neurographiques. Et là, vous voyez, avec ces séquences qui sont des T2 3D style, on utilise une impulsion black blot avec un motion sensitized driven equilibrium, suppression de graisse et compress sense pour accélérer. Avec ça, on peut même voir ici, vous voyez, chez un patient qui a une névrite, vous voyez la bifurcation et puis plus loin, vous voyez toutes les branches dans la joue du patient. Et je montre ici donc l'image en 3D. Ça, c'est donc toutes les branches. Et ici, vous voyez, c'est la branche temporale, zygomatique, les branches buccales, la branche mandibulaire et la branche cervicale qu'on peut voir. Et donc, pour la première fois, on peut voir tous ces branches en inflammation. Ce n'est pas de prise de contraste qu'on voit ici, c'est de l'œdème, c'est de dégénération valérienne et c'est de démyélinisation dans les nerfs en cas d'inflammation qu'on est en train de visualiser. Donc, avec ça, je termine la première portion. Donc, les pathologies les plus fréquentes. Et quand il y a des questions, c'est le moment. Merci beaucoup, professeur Kasselman, pour cette présentation de très haut niveau qui a tout ramassé presque de la pratique quotidienne en imagerie orale. Là, je vais laisser la parole au co-modérateur, le professeur Sokolo, pour conduire cette partie. J'ai des questions, mais je reste cette partie, puis je poserai après. Professeur Sokolo, à vous la parole. Pendant qu'il se connecte ou qu'il ouvre son micro, j'ai une question pour essayer de différencier les cholestéatomes avec de liquide qui proviendrait de l'otite moyenne. Vous avez demandé qu'on cherche la concavité versus convexity of the, je vais mélanger l'anglais, de tissu mou qu'on trouve dans l'oreille moyenne. C'est sous quel plan que vous mesurez ça? C'est en coronal, en sagittal ou bien avez-vous une préférence pour ça? Moi, je préfère toujours de le faire en coronal. Hein. Le problème, c'est que quand on a un MDCT, un scanner de routine, les images sont plus haut en résolution dans le plan axial où ils sont pris et les reconstructions sont toujours inférieures. Mais en cone beam, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'utilise toujours coronal. Mais je pense qu'en scanner MDCT, c'est probablement mieux de le faire en axial. Les signes c'est très simple. Quand on a deux concavités, ce n'est pas de cholestéatome. Si on a une concavité, c'est probablement pas, mais on ne peut pas l'exclure. S'il y a deux convexités, c'est presque toujours du cholestéatome. Mais c'est clair, il faut avoir de l'air autour. Quand c'est un oreille moyen où il n'y a plus de l'air, on ne peut jamais savoir s'il y a des convexités. Et là, la seule solution, c'est l'IAM. Ok, je vois. Et j'ai une autre question par rapport à la détection de cholestéatome à l'IRM. Vous avez demandé qu'on utilise le non-EPI diffusion. Qu'en est-il des diffusion propeller? Qu'est-ce qu'il en est des propeller diffusion?
Ah bah non, donc normalement, je sais, ce sont des noms, hein. Je sais que normalement, on utilise le propeller. Très souvent, c'est sur les séquences non API, hein. OK. Siemens utilise ça et GE utilise ça. Mais normalement, propeller n'a rien à voir avec non API. Propeller, c'est simplement pour éviter le mouvement d'une image. C'est simplement le remplissage du key space en circulaire au lieu dans un patron rectangulaire. C'est simplement ça qu'il faut pour éviter les mouvements. Mais c'est clair que les noms que les vendors sont en train d'utiliser, les compagnies, ça s'appelle Blade. Donc, normalement, quand on va vous donner un diffusion, séquence de diffusion Blade, ça va être le non-API. Yeah. Et pour les jeunes qui commencent à peine de faire la neuro, comment, de manière générale, quelles sont les astuces que vous utilisez pour différencier de cholestéatome acquis versus congénital en imagerie? Bah, normalement, ça veut dire que quand c'est acquis, ça veut dire qu'il y a une infection. Ça veut dire que très souvent, il y a un problème de rétraction du tympan. Donc, le tympan va être en rétraction, ça peut être épaissi, ça peut être même rupturé. Donc, comme ça, on a des problèmes. Et quand on veut faire le diagnostic d'un cholestéatome, très souvent, ça veut dire que ces gens-là ont eu une otite moyenne, hein. Et ça veut dire on cherche tous les signes de otite que le patient a eu et on regarde le tympan. Si le tympan est complètement intact, le patient n'a jamais eu d'otite quand on lui demande, et la lésion se trouve dans l'oreille interne, forcément dans l'oreille interne. Ça ne peut pas venir de l'extérieur et de l'inflammation, c'est du congénital. Mais on peut aussi avoir des congénitales dans l'oreille moyenne. Et là, c'est très simple, pas très simple, mais là, normalement, quand on a un schwannome qui commence médial des ocellets, qui est positionné médial des ocellets, très souvent, ça sont des congénitales. Parce que normalement, tout ce qui est cholestiatome vient de latéral du tympan. Et donc, la plupart des cholestiatomes vont développer latéral des ocellets et vont attaquer les ocellets de latéral. Hein. Est-ce que l'invasion des scutum ou bien le fait qu'une masse soit au niveau de l'espèce de Prusac a une Oui. valeur prédictive en termes de congénital versus acquis ou bien on peut le Ah voir non, dans les deux? ouais. On va jamais, j'ai presque jamais vu un cholestiatome qui se développait dans le Prusac, hein. Donc, normalement, c'est là que tous les acquis vont commencer, hein. Rétraction, et puis accumulation, et puis développement d'un cholestiatome. Donc, l'amputation du scutum, c'est ce qu'on voit dans les cholestiatomes acquis, hein. Donc, Merci. ouais. Professeur Sokolov, vous avez la parole. Oui, j'espère que vous m'écoutez. 5 sur 5. Très bien. Alors, je suis très heureux de suivre vos sœurs qui est intervenu tout à l'heure. Nous avons un peu un problème de connexion, mais on est en train de nous débrouiller pour échanger sur ça. Je voudrais dire qu'en République démocratique du Congo, et de plus en plus, l'imagerie du rocher est de plus en plus pratiquée. Tout simplement parce que autrefois, les maladies qui étaient considérées rares, du genre autosclérose, autospongiose, maintenant de plus en plus on commence à les avoir. Et surtout le cholestéatome est devenu très courant dans nos milieux et voire même les traumatismes auxquels vous avez fait allusion, traumatismes notamment du temporal, etc. Et je voudrais simplement poser une question d'éclaircissement à M. Lancelman par rapport à l'hydrops. Oui. Est-ce qu'il est par rapport au principe que vous avez expliqué là-bas, est-ce que vous avez déjà eu dans votre expérience, parce que nous avons eu dans notre expérience ici, des hydrops de manière isolée, où on a qu'un hydrops intéressant uniquement l'uticule et laissant parfois les saccules tranquilles, ou soit les saccules et laissant l'uticule tranquille. Et c'est ce que je voulais avoir comme éclaircissement par rapport à ça. Et ça nous a envoyé de plus en plus où vous avez une inadéquation, comme vous l'avez si bien expliqué, entre l'uticule ainsi que les saccules. Oui. Ce qu'on a vu, c'est que dans toutes les séries,
c'est quand il y a un des espaces endolymphatiques qui sont atteints, c'est presque, et ça commence presque toujours au niveau du sacule, mais pas toujours. Il y a des cas isolés, par exemple, des cas de hydrops cochléaires où le vestibule reste normal. Hein. Ce que je vois presque jamais, c'est par exemple d'avoir un utricule qui devient beaucoup plus grand sans le sacule. Quand c'est vestibulaire, c'est presque toujours le sacule qui commence et c'est le plus sensible. Donc, quand on veut faire le diagnostic, on va surtout regarder le sacule. Et le professeur Veillon à Strasbourg, par exemple, il utilise une autre technique T2 et il va simplement mesurer le sacule. Et pour lui, ça, c'est le plus sensitif. Il dit qu'avec ça, il voit presque tous les hydrops. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on a déjà vu des cas cochléaires isolés, mais c'est rare. Hein, ils ne sont pas fréquents. Et lui, il ne regarde pas même l'hydrops du cochlée pour faire le diagnostic de Menière. Mais je pense avec cette technique, avec le GADO, on a toujours une bonne idée de ce qui se passe au niveau de la cochlée et de système vestibulaire qui nous donne toute l'information nécessaire. Et Et je aussi, reviens aussi, je oui, voudrais revenir au canal, à la descente du canal semi-circulaire supérieur avec l'autospongiose auquel vous avez fait allusion. oui, Et vous avez dit que dans la plupart des cas, ces images sont souvent, semblent se confondre. C'est ce oui. que vous avez dit. Est-ce que existe-t-il des pièges que l'on peut avoir dans la confusion entre les deux problèmes qui peuvent se poser au niveau du canal semi-circulaire vieillissant ou de l'autosponge? Est-ce il y a des pièges que vous avez déjà constatés dans votre pratique? Donc, il y a toujours un piège parce qu'il semble, et j'ai discuté ça avec beaucoup de cliniciens, et au début, ils me disaient, mais ben non, on peut les distinguer, on sait quand même que c'est plutôt là ou l'un ou l'autre. Dans notre clinique, donc en radiologie, on voit très souvent, mais vraiment très souvent, qu'on demande, voilà, c'est un patient, et on pense que c'est d'autospongiose, et dans ces cas-là, très souvent, il y a déhiscence. Donc, il semble que c'est pas si facile de les distinguer en clinique. C'est ça. Et donc, c'est ça qu'il faut toujours tenir en tête. Ça, pour moi, c'est le piège de penser que c'est vraiment de l'autospongiose. Et il y a des cas que c'est très clair, mais il y a des cas que c'est plus difficile et c'est pour ça aussi, c'est la raison pour ce qu'on demande des examens scanners, parce qu'on n'est pas certain. Et pour voir est-ce que c'est vraiment de l'autospongiose, c'est fixé. Et donc, c'est pas toujours si clair. Et dans ces cas-là, il semble, c'est normal, quand on a une troisième fenêtre, ça va donner de pression sur le périlymphe et ça peut donner une pseudo-fixation ou immobilisation de l'étrier. Et donc, il semble, dans certains cas, c'est si important qu'on peut mélanger les deux diagnostics quand on n'a pas les autres signes qui sont typiques, comme le phénomène de Tullio, le VEMP qui est positif et tout ça. Si ce sont des cas qui sont moins clairs, de temps en temps, on va les mélanger. Merci. Et je reviens, c'est une dernière question par rapport au schwannome du vestibule que Oui, dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez, parce que chez nous, dans notre pratique courante, toute atteinte, la plupart des atteintes du rocher, et pour nous, parfois, dans la plupart des cas, les scanners ne donnent pas de très bons résultats attendus. Et quand nous parlons, par exemple, des cas de labyrinthite que nous avons eu à suivre de plus en plus, et même des cholestatomes, nous sommes tous tentés finalement de recourir aujourd'hui à l'IRM. Mais dans votre exposé d'aujourd'hui, nous avons quand même nous avons compris que l'IRM a sa place, les scanners a également la sienne. Nous sommes des cliniciens. Il faut dire que nous n'avons oui, pas toujours cela à l'esprit. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce oui. que vous avez déjà eu dans votre pratique courante en imagerie certains schwannomes du vestibule coexister avec des états ou des états méniériformes, par exemple? C'est là, vous avez déjà eu à voir ça dans votre Oui, pratique oui, courante? oui, 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 oui. Ça, c'est une question qui est très intéressante. Ce qu'on voit, par exemple, quand on a des schwannomes, d'abord sur le scanner et l'IRM,
pour le diagnostic du schwannome, c'est l'IRM. Parce que la plupart, et certainement la plupart intracanalaires et intralabyrinthiques, on va simplement pas voir. Ça doit être seulement les grands schwannomes, on peut voir en scanner. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours commencer pour le diagnostic avec l'IRM. Et le scanner, c'est seulement pour une fois qu'on a fait le diagnostic, pour donner d'informations supplémentaires. Donc, une fois que le chirurgien a besoin, mais normalement, disons en pratique, pour le cholestiatome, on utilise le scanner, mais pas pour le schwannome. Donc, pour le schwannome, nos cliniciens, ils veulent seulement l'IRM. L'IRM GADO. En ce qui concerne le Menière, quand on a, par exemple, des schwannomes qui commencent à être plus grands dans le conduit auditif interne, ils vont être comme un bouchon dans le conduit. Ça veut dire que tout ce qui est périlymphe qui doit drainer vers le conduit et le LCR est bloqué. Et là, quand ça se passe, on va voir qu'il y a du GADO quand on les suit. Et maintenant, on les suit après 4 heures parce que de temps en temps, ces patients arrivent pour du Menière. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un schwannome qui est comme un bouchon en train de bloquer le conduit auditif interne. Et chez ces patients-là, on peut voir la rampe endolymphatique qui est devenue plus grande. Donc, c'est un pseudo-Menière. C'est un pseudo-Menière qui se produit parce que le flux est bloqué dans le fond du conduit interne. On a vu ça aussi avec des schwannomes intralabyrinthiques et on a même vu ça chez des patients qui ont un drainage ventriculo-péritonien. Quand le drainage est trop ouvert, ça va diminuer la pression dans le LCR de la fosse postérieure, puis il y a une connexion avec l'aqueduc cochléaire, ça veut dire que de l'autre côté, il y a aussi une pression qui va être plus bas dans le périlymphe. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est la loi de liquide. Quand il y a une place qui devient libre, l'autre espace va agrandir. Et dans ces cas-là, on va voir que la rampe moyenne va s'ouvrir. C'est un pseudo-Menière dû à l'hypotension. Et on sait très bien, ça se passe aussi après un césarien. Chez les césariens avec un anesthésie rachis, il y a un grand nombre de patients qui, après le césarien, ont d'acouphènes et une perte d'audition qui va récupérer après quelques jours. C'est la même chose. C'est le pseudo-Menière dû à une perte de tension dans le LCR de la fosse postérieure. Donc, certainement, vous avez tout à fait raison, même dans les schwannomes et même dans les drainages du LCR, on peut avoir des pseudo-Menières. On ne peut pas appeler ça Menière, ce sont des signes de Menière, mais en fait, on crée un hydrops endolymphatique. Très bien. Professeur Mata, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser, Oui, professeur? il y a une question dans le chat box depuis l'île de la Réunion de la part du docteur Annie Tangombi, que nous saluons. Elle demande, les drops, est-il difficile à voir sur une IRM 1.5 Tesla? Oui, c'est difficile. C'est déjà pas évident en 3 Tesla. Il faut bien mettre les systèmes au point, les séquences au point. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile. Et je peux référer à un article que notre équipe a publié, je pense qu'il y a 2 ans, où on a, je pense le titre était que l'hydrops peut être visualisé en 1.5 Tesla. Donc là, si vous pouvez lire ça, vous allez voir que c'est possible, mais les séquences sont un petit peu plus longues, les images sont un petit peu plus nettes, mais on peut le faire. Merci beaucoup. Je pense qu'on va continuer avec les 2 autres sujets intéressants, vertige aigu et acouphène. Et on reste pendu à volet pour suivre. Jusque-là, on est à 105 participants et ça varie parce qu'il y a des problèmes de connexion à Kinshasa. Donc, on vous remet la parole, professeur Kasselman, pour terminer les parties et puis on pourra faire une discussion étendue juste après. À vous la Euh, parole. OK. Vous pouvez me dire quand je dois arrêter parce que je vois que c'est déjà 1h25 qu'on est en train de discuter. Donc, si vous dites, parce qu'il y a 2 parties, il y a le vertige et l'acouphène, si vous me dites il faut finir à 2 heures, dis-moi, pour moi, c'est tout à fait égal. Hein. Oui. Il vous faudra combien de minutes pour balayer les 2 sujets? Alors, les 2 sujets en une demi-heure, ça va être très difficile.
Hein, si vous pouvez choisir aussi hein, où on fait les vertiges, où on fait les acouphènes. Pour moi, c'est la même chose, mais je pense pour finir en 2 heures, un des deux sujets, il faut choisir ici. Ok, prenons d'abord le vertige et si on finit par, comme le lundi prochain, on a la continuité, on pourra commencer par les acouphènes et puis Ouais, balayer d'autres sujets, oui. ouais, OK. Donc, imagerie d'un vertige, et c'est surtout les vertiges aigus qu'on va voir. Et donc, c'est quoi? Donc, une vertige, en définition, c'est voir tout tourner devant soi. C'est une illusion de mouvement. Mais on peut aussi avoir pas de vertige classique, mais de déséquilibre, dizziness. Ça veut être de pré-syncope, des sensations vertigineuses. Et tout ça est ensemble. Et c'est clair, quand on va examiner tous ces patients, on n'a pas le temps. Donc, il faut choisir les vrais vertiges. Et là, c'est important d'avoir les cliniciens pour les sélectionner. Le système vestibulaire, il faut connaître avant qu'on peut voir ce qui se passe. Et là, pour le système vestibulaire, on a les canaux sémicirculaires et les ampoules dedans. Les ampoules membraneuses avec les crêtes ampoulaires. Il y a le branche du nerf ampoulaire qui va innerver le cupule. Et là, c'est pour ces crêtes ampoulaires, c'est pour l'équilibre kinétique. Donc, dans les conduits sémicirculaires, ça veut dire quand vous bougez, et vous êtes en train de faire du sport et vous ne tombez pas, c'est parce que vous utilisez ces ampoules. Puis, on a l'utricule supérieur qui se trouve plus supérieur et postérieur dans le vestibule et le sacule qui se trouve plus antérieur et inférieur. Et là, on a le macule de l'utricule et du sacule et c'est pour l'équilibre statique. Quand vous êtes en train de m'attendre et vous êtes sur un siège et vous ne tombez pas, c'est parce que vous utilisez ces deux structures-là. Puis le nerf vestibulaire supérieur va donner le nerf utriculo-ampulaire pour l'utricule, le conduit sémicirculaire antérieur et latéral. Et puis on a le nerf vestibulaire inférieur qui donne le nerf saculaire et ampulaire postérieur et donc va aussi innerver le canal sémicirculaire postérieur. Sur le nerf, la branche supérieure et inférieure, on a deux ganglions, le ganglion de Scarpa, avec un compartiment sur le nerf supérieur et inférieur. En scanner, on peut déjà voir beaucoup. Et si vous voyez des reconstructions de liquide surphasiques, et là, vous voyez qu'on voit tous les tours de spire très bien. Par contre, quand on fait une reconstruction MIP, là, on peut voir pas seulement la surface, mais on peut voir les deux rampes séparément. Vous voyez, la rampe périlymphatique, tympanique et vestibulaire sont visibles et le liquide dans le reste du système. En os, on peut tout voir aujourd'hui avec du 3D. Là, vous voyez, c'est le sémicirculaire. On est maintenant dans le vestibule, la fenêtre ovale. On voit les osselets dans l'oreille moyenne. Vous voyez, tout est visible et tout peut être reconstruit en imagerie aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement le labyrinthe qu'il faut voir. Il faut aussi voir les voies vestibulaires. Et il y a, en IRM, on peut les vérifier. On peut vérifier les afférences des noyaux vestibulaires. Et ça, c'est très important. Et la plupart des gens ne font pas ça. Et c'est pourtant important. On peut voir les afférences, c'est le vestibulocérebellum, c'est le lobe flocculonodulaire, le uvula, le vermis, le noyau fastigial, la moelle épinière et les racines C2, C3, le noyau central cervical, le noyau interposé de l'hypoglosse, le noyau interstitiel de Kaggle, puis les noyaux de Westphal et les afférences, provenance du cortex vestibulaire qu'il faut vérifier. Et là, afférence, c'est le 2V et le pariéto-insulaire, on va voir tout à l'heure. Mais il y a aussi les efférences du noyau vestibulaire. Et là, on va regarder de nouveau vestibulocérebellum avec le corps restiforme, la moelle épinière, les centres oculomoteurs et le noyau de Cajal, interstitiel du FLM, puis les fibres ascendantes vers le thalamus et les projections corticales dans le sillon intrapariétal de V et 3A. Donc, vous voyez, le système vestibulaire est beaucoup plus compliqué qu'on imagine. Donc, il y a beaucoup de structures qui sont là et qui peuvent être atteintes et qui peuvent être la cause des vertiges. Est-ce qu'on peut voir ces structures, par exemple, dans le tronc cérébral? Et là, vous voyez une technique qui est appelée Fast Field Echo. Ça veut dire on prend 3 séquences en même temps, une même séquence avec un temps d'écho de 8, puis de 16 et de 24, et on les met ensemble. Pourquoi 8? Parce que là, on a la plus haute résolution. Pourquoi 24? Parce que là, on a plus de contraste. Les deux ensemble, et puis on a les deux, la résolution et le contraste. Et là, vous voyez, quand on utilise ces images, on peut vraiment voir ce qui est mélanisé. Ce qui est mélanisé est noir.
vous voyez, et ce qui est non myélisé, et les noyaux sont gris. Et regardez ce qu'on peut voir. Ici, on voit le nerf 7 et 8, mais on peut aussi voir, là le lemnisque médial. Là, c'est le lemnisque latéral. C'est les voies auditives myélinisées. C'est ici qu'on entend. Ça, c'est les voies auditives, le lemnisque latéral. Le lemnisque trigéminal, qui est là aussi. Et puis, on a le FLM. Puis plus loin, on a ici le tractus cortico-descendant, donc les voies pyramidales. Et puis, on peut aussi voir le pédoncule cérébellaire inférieur, moyen et supérieur. Regardez comme c'est myélinisé. On peut les distinguer. La veine basale de Rosenthal, puis on a le noyau rouge, l'aqueducte, et puis on a le TVS, le tractus vestibulospinal. Ce sont les voies vestibulaires qui descendent. Et à côté, il y a les noyaux qui sont gris parce que les noyaux ne sont pas myélinisés. Donc ici, une fois qu'on voit le tractus, on sait que ça, c'est le noyau vestibulaire médial inférieur et on voit même les autres. Une fois qu'on a le tractus, on peut les visualiser. Donc vous voyez à quel point on peut voir cette petite structure. Et d'autres structures qu'on a mentionnées comme afférence-efférence, ici, on a le lingula, le nodus, puis le uvula, et puis le flocculus, toutes des structures importantes, le pédonculus cérébellaire supérieur, tout ça on peut voir, et les aires corticales 3A et 2V, où on peut aussi avoir des problèmes. D'abord, le plus important, avant de commencer à faire l'imagerie, c'est de savoir est-ce que c'est périphérique ou central, les problèmes vestibulaires. Quand on a un vertige périphérique, ça veut dire que les problèmes se trouvent dans le labyrinthe ou dans le conduit auditif interne. Et donc, dans ces cas-là, le patient a une illusion de mouvement plus importante que quand c'est central. Il y a plus de nausées, absence de signes neurologiques parce que c'est dans le labyrinthe, des ataxies modérées, un nystagmus horizonto-rotatoire, une récupération plus courte et un head impulse test qui est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le clinicien, il va demander au patient, regarde et fixe sur un objet, et puis il va prendre la tête du patient et brusquement le tourner vers la bouche. Il va voir que le patient ne peut plus fixer sur l'objet. Il va perdre la fixation et puis il va récupérer plus tard. Ça veut dire, quand ça se passe, que c'est dans le labyrinthe. Et puis, on va fixer, l'imagerie va être centrée sur le labyrinthe et pas sur le cerveau. Par contre, quand c'est central, c'est l'inverse. Là, le vertige isolé a une installation brutale prolongée. Le vertige aigu avec un céphalée inhabituel et avec des signes neurocentraux. Avec surdité, sans histoire typique de manière, et le vertige aigu avec un impulse test qui est normal. Là, vous pouvez essayer de très vite tourner la tête. Le patient n'a pas de problème. Il peut rester fixé sur l'objet. Ça veut dire que c'est central. Donc, une fois qu'on a cette information de clinicien, on peut vraiment dire, ah, celui-là, il a besoin d'un examen du cerveau surtout, et l'autre surtout de l'oreille interne. Donc, une fois qu'on regarde en urgence ce qui se passe, parce que ça sont les patients qu'on va surtout examiner, le numéro 1, c'est du AVC et du AIT vertébro-basilaire, suivi par des processus expansifs, disons schwannome et des métastases ou des méningomes, puis labyrinthite infectieuse, puis le névrite vestibulaire, mais là, en imagerie, on ne peut rien faire, et puis les arioembolismes lors des accidents de plongée, comme que sont hyperbares. Donc, vertige aigu, IRM est l'examen de choix. Il y a des exceptions. Normalement, la plupart des choses, on va voir en IRM, mais les exceptions, c'est là pour les cholestéatomes avec les ligues de fustule, parce que là, on veut voir l'interruption de l'os sur le conduit sémicirculaire latéral. Vertige post-traumatique, on veut voir les fractures. Les vertiges plongeurs-pilotes, parce qu'on veut voir les fistules lymphatiques et l'air. Et puis les déhiscences du canal sémicirculaire supérieur, on doit voir l'os sur le canal sémicirculaire supérieur et l'autospongiose. Il faut voir les changements dans l'os. Ça sont les exceptions qui peuvent aussi donner du vertige aigu. Exemple, fracture, c'est clair. Là, le patient va avoir dans la phase aiguë des vertiges. Vous voyez, ça passe par le vestibule et on a un pneumolabyrinthe. Clair, ce patient avait des problèmes. Fracture labyrinthique, surdité post-traumatique aussi. Celui-là, c'est très intéressant. Ça, c'est un patient qui sortait du bain et commençait à nettoyer le conduit auditif externe avec un bâton ouaté.
et puis faisait une glissade dans la salle de bain, tombait, et puis le bâtonnet entrait, traversait le tympan dans l'oreille moyenne, et là, elle poussait, vous voyez ici, elle poussait l'étrier dans le vestibule. Hein, à travers la fenêtre ovale. Et vous voyez, là, on a une fuite, et vous voyez, là, il y a de l'air, et comme ça, elle avait des crises. Vous voyez, le pneumolabyrinthe, elle avait des crises de vertige. Donc, post-traumatique, le canal sémicirculaire supérieur, on a déjà mentionné. C'est clair que quand un patient qui a une déhiscence du canal supérieur, qui est vrai ici, vous voyez là, et il va dans un avion de sport sans correction de pression, il va trop haut, ça commence à pousser sur son périlymphe, il peut avoir des vertiges aigus. C'est la même chose pour les plongeurs. Hein. Donc là, c'est clair qu'on peut avoir des vertiges. Euh, Continuons, et puis les vertiges aigus, donc central, là, c'est surtout l'AVC. Hein. Quand on regarde toutes les possibilités, le numéro 1 sont les causes vasculaires, la majorité, suivi par migraine, CEP, tumeur, anomalie de la jonction crânio-cervicale, épilepsie, dégénérescence cérébelleuse, ataxie héréditaire, les causes cervicales, infection, cérébellite, post-traumatique, malformation vasculaire, etc. Donc, comment est-ce qu'on va examiner ces patients? D'abord, je commence toujours avec un T2 du cerveau. C'est simplement pour exclure les grandes choses, comme des tumeurs. Il ne faut pas regarder des petites choses et pas voir les tumeurs. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder tout le cerveau. Une fois qu'on a fait ça, je me fixe sur le tronc cérébral avec des coupes plus fines en T2 pour voir les efférentes, pour voir s'il n'y a pas de problème. Et voilà, je montre quelques... et quand c'est aigu, hein, là, on fait de l'imagerie du cerveau. Si c'est aigu, on va aussi regarder en imagerie de diffusion s'il n'y a pas d'infarctus, parce que c'est le numéro 1, c'est le plus fréquent. Et c'est clair que je ne fais pas ça quand il y a des patients de 20 ans, parce que normalement, ils ne vont pas faire d'infarctus. Mais chaque patient qui est au-delà de 50 ans, quand il arrive avec vertige, même périphérique, je vais toujours faire une diffusion pour être certain qu'il n'y a pas d'infarctus. Et voilà un exemple, un patient qui arrive, plus de 45 ans, vertige, déséquilibre, et regardez, là, il a un infarctus en diffusion dans la face latérale du bulbe, l'hémisphère cérébelleux et vermus inférieur, et il arrive avec un syndrome de Wallenberg. Donc, c'est clair que chez ce patient, c'est un infarctus, c'est typique cette vascularisation. Un autre exemple, patient qui arrive avec des vertiges, et là, vous voyez à droite, en flaire au signal, en diffusion, plein dans les noyaux vestibulaires, c'est là où il se trouve, et donc un infarctus aigu. Un autre patient qui arrive avec un métastase dans le nodus, dans le uvula, dans le nucléus fastigial. Donc, toutes les structures qui sont là, dans les afférentes efférentes, plusieurs de ces structures sont atteintes et le patient arrivait avec des vertiges aigus. Donc, vous voyez à tel point même des métastases, quand ça évolue vite, peuvent donner des problèmes. Mais le CEP est très, très, très fréquent. Et vous voyez, vertige est le premier symptôme dans 5% de tous les cas de CEP. Donc, premier symptôme, vertige en 5% des gens avec le CEP. Et au moins une fois, vertige, c'est la moitié des patients qui ont du CEP. Donc, c'est très fréquent. Et donc, on cherche le hypersignal en T2 et en général, le haussement peut être visualisé quand le CEP est actif. Multiples topographies sont possibles avec des cliniques différentes. Donc, le CEP, toujours y penser en cas de vertige. Et voilà les structures qui peuvent être atteintes. Hein. Donc, je vous montre ici les voies vestibulaires. Et là, vous voyez, on est dans la moelle allongée. C'est au niveau des voies vestibulaires descendantes. Et là, vous voyez, il y a une lésion. Patient avec nystagmus vers le haut, vertige. On voit la lésion. Et chez ce patient-là, je pense que c'était du CEP. Autre patient ici, maintenant on est plus haut, on est déjà au niveau de la partie inférieure des noyaux. Et là, le nystagmus horizontal rotatoire droité, le patient tombe vers le gauche. Et ici, c'était du AVC, un infarctus du côté gauche dans le noyau. Encore plus haut, là, on est déjà sur le segment fasciculaire. Là, vous voyez, il y a, non, sur la partie plus haute des noyaux. Et là, de nouveau, vous voyez du CEP, vertige, le noyau vestibulaire est atteint. Et puis plus loin, sur le trajet fasciculaire,
vers la sortie du tronc cérébral, presque dans le pont ici, et chez ce patient de nouveau du CEP avec prise de contraste. Vous voyez, on peut à peu près savoir à quel niveau on est. De temps en temps, on est surpris. C'est pour ça qu'on fait du TT de tout le cerveau. Ça, c'est un patient qui arrive avec du vertige et regarde ce qu'il a. Il a une tumeur énorme. Il est arrivé avec un vertige aigu, avec vertige positionnel et vomissement. On fait de l'imagerie et on trouve un astrocytome cérébelleux. Le diagnostic différentiel chez les adultes, c'est astrocytome, métastase, lymphome, les plus fréquents chez des enfants, c'est clair, c'est différent. Ce sont des astrocytomes, méduloblastomes et les épandymomes. Pas oublier les aires centrales avec le point rostral du sillon intrapariétal, le 2V et le 3A dans le sillon central, dans le plancher. Et là, on peut aussi avoir des lésions. Ici, c'est un patient qui arrive avec épilepsie et le moment qu'il allait avoir une attaque, ça commençait avec des prodromes vestibulaires, du vertige. Et puis, il avait une attaque d'épilepsie. Et là, on trouve de nouveau un astrocytome maintenant dans les aires vestibulaires. Un autre exemple, patient avec un méningome qui a saigné, soudain agrandi, et le patient avait des vertiges aigus. Et puis, les carcinomes du sein, de nouveau, vraiment dans l'aire vestibulaire. Donc là aussi, il faut toujours regarder s'il n'y a pas d'atteinte. L'inflammation, là, on regarde les prises de contraste des méninges. Et si vous voyez, c'est un patient, c'est un enfant qui arrive, qui était en vacances en Tunisie, revient à Paris. Et là, le patient a un autre signal du côté gauche en T2. Regardez en T1 Gado, il y a des prises de contraste partout sur les leptoméninges. Et puis, donc, c'était une infection virale que le patient a eu pendant la vacance et maintenant arrivait. Et l'enfant simplement tombait, ne pouvait plus être sur les pieds. Donc, ça aussi, on peut voir aujourd'hui. Donc, vertige aigu et épilepsie due à une infection virale cérébralique. D'autres causes sont les problèmes au niveau du jonction crânio-cervicale. Et là, on connaît l'impression basellaire et aussi l'Arnold-Chiari. Vous voyez ça. Dans ces cas-là, on peut avoir des problèmes. On tire toujours la ligne du Chamberlain qui va de l'occipital vers le palais dur. Et normalement, le dent doit être au-dessus si c'est une impression basilaire. Comme ici, vous voyez que dans ces cas-là, on va avoir des problèmes. Et vous voyez la déformation de la moelle allongée. Ici, c'est un Arnold-Chiari qui va très bas. Et de nouveau, le même problème là avec un refoulement du moelle allongée et de la corde cervicale. Et ça peut donner donc des problèmes. Des problèmes chez ce patient, c'était ataxie, nystagmus positionnel rotatoire vers la droite en impression basilaire. Le Arnold-Chiari arrivait avec vertige et donc très souvent, ces patients ont aussi un downbeat nystagmus, mais c'est variable. Une fois qu'on a fait regarder le cerveau, donc le plus important, hein, certainement pour exclure les infarctus chez des gens plus âgés, il faut continuer, même quand le head impulse test est positif. Là, on commence à regarder plus le rocher et là, on va utiliser du T2 sous-millimétrique et du T1 du Gado du rocher pour voir les problèmes dans le conduit auditif interne et dans le rocher. Et les causes des vertiges et déséquilibres dans l'angle ponto-cérébreux et le méa sont surtout névrite vestibulaire. Mais là, c'est difficile parce que le nerf vestibulaire ne rose pas en cas d'infection. Donc, on ne peut pas le voir. C'est donc un diagnostic d'exclusion. On peut voir les tumeurs, les schwannomes, les métastases, conflits neurovasculaires et inflammatoires. Donc, d'abord, les conflits. Les conflits, c'est très difficile. Parce que c'est la même pour les acouphènes, un conflit avec le nerf cochléo-vestibulaire ou un conflit avec le nerf vestibulaire, ça ne veut rien dire. On peut avoir des vaisseaux en contact du nerf 8 qui refoulent le nerf 8 d'un centimètre et ces patients, normalement, n'ont pas de problème du tout, ni d'acouphène, ni de signe vestibulaire. Donc, c'est très difficile à corréler. Les seuls conflits où je crois qu'ils peuvent avoir des problèmes, c'est quand on a des malformations vasculaires. Comme ici, il y a une malformation veineuse dans le cérébellum avec un collector vein, un drainage très large qui sort là où le nerf 8 sort du tronc cérébral. Et là, quand on a des conflits
si gigantesque, là, c'est clair que ça peut donner des problèmes vestibulaires. Mais tous les autres conflits, le AICA, le PICA en contact avec le 8, je n'y crois pas et je ne pense pas qu'on va trouver des chirurgiens qui sont prêts à les opérer parce qu'ils savent qu'après, les patients sont souvent pas meilleurs du tout. Puis, les schwannomes vestibulaires, on a déjà mentionné. On peut aussi avoir des métastases, comme ici. Voilà, c'est un patient qui arrive avec des vertiges et de deux côtés, il y a une prise de contraste dans le conduit auditif interne en cas de métastase d'un carcinome de poumon. Autre exemple, ça c'est un patient avec un méningiome gigantesque. Vous voyez, ce n'est pas un schwannome parce qu'il ne suit pas les nerfs, c'est le signe d'Iredot perpendiculaire par les nerfs. Ça veut dire que c'est un méningiome et pas un schwannome. Et donc, ce patient, il arrivait avec seulement des complaintes de vertige, pas de surdité d'audition, pas d'autres symptômes. Donc, vous voyez à tel point on peut voir plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? IRM scanner. De temps en temps, on a besoin des deux. J'ai déjà expliqué pour les cholestiatomes, pour les traumatismes. Puis, IRM pour les labyrinthites, c'est clair. On peut seulement voir la labyrinthite, hémorragie intralabyrinthique, tumeur intralabyrinthique et meunière en IRM. Et ce n'est pas possible de faire le diagnostic en VPPV, les labyrinthites toxiques et puis les problèmes vasculaires. Là, normalement, l'imagerie, le scanner et l'IRM restent négatives. Les causes labyrinthiques des vertiges, déséquilibre, trauma. Là, fracture, on a déjà vu, contusion du labyrinthe membraneux, traumato direct par le conductif externe, le piston qui était dans l'oreille interne, chirurgie stapédectomie et les plongeurs. Et voilà un autre exemple. Ici, vous voyez un patient qui arrive avec des vertiges et vous voyez ce qui s'est passé. Il a déjà été opéré pour d'autospongiose. On lui a mis un piston, mais vous voyez, le piston est moitié dans le vestibule, donc il a luxé. Et puis, une fois luxé, ça peut donner des problèmes de vertige, surtout quand c'est angulé vers le haut, parce qu'on sait à ce niveau-là se trouve la macule utriculaire. Et une fois que le piston touche la macule utriculaire, ça peut donner des vertiges énormes. Et en plus, normalement, il y a des fibroses et ça sera fixé. Et c'est même dangereux de retirer le piston parce qu'on peut détruire la partie de la macule utriculaire. Et on peut voir ça en T2, parce qu'ici, c'est le même patient en T2. Et regardez, normalement, le vestibule, il est rempli de liquide, mais ici, vous voyez, ce qui est noir, c'est le piston qui entre dans le vestibule. Et quand on regarde en coronal chez ce patient, regardez en axial, normalement, sur les images T2 fines en antérieur, vous pouvez toujours voir la macule utriculaire. Vous voyez ici? Et de l'autre côté. Ça, c'est le côté normal. Pas de piston. Et en sagittal, ici, vous voyez, ça, c'est la macule utriculaire. Et ça, c'est ici la fenêtre ovale. Rien. Rien de problème. Il y a de liquide sous la macule utriculaire. L'autre côté, le piston entre et regardez en coronal, le piston touche la macule utriculaire. Très dangereux. Pas enlevé, pas retiré, parce que probablement c'est déjà fixé et on va détruire la macule utriculaire. Donc, le Ménière, avant, on ne pouvait pas faire le diagnostic. Aujourd'hui, on peut faire. Ça sont tous les diagnostics où on ne voit rien en imagerie. Très important, dans le passé, la seule signe qu'on avait pour Ménière, c'était une diminution de la distance entre le périlymphe dans le conduit sémicirculaire postérieur et le LCR dans la fosse postérieure. Quand on voyait ça, on n'avait plus de chance d'avoir un patient qui allait développer de Ménière. Mais malheureusement, on voyait ça aussi dans une portion de la population normale, donc on ne pouvait pas utiliser. C'est clair, aujourd'hui, on a d'autres techniques. Donc, conclusion, il faut connaître l'anatomie vestibulaire périphérique et centrale. Puis, il faut connaître la différence entre vertige périphérique et central, parce qu'on va faire d'autres examens central ou périphérique. Et puis, il faut connaître les techniques IRM-TDM utilisées pour détecter les différentes causes de vertige. Il faut connaître les causes de vertige aigus centraux et surtout aussi dans l'angle ponto-cérébreux, le conduit auditif interne, labyrinthique périphérique. Et savoir que les causes centrales les plus fréquentes, c'est AVC. Donc, si vous avez un patient avec des vertiges au-delà de 45-50 ans, toujours faire de diffusion parce que l'infarctus, c'est le diagnostic numéro 1 qu'on va faire. Et avec ça, je termine vertige. J'ai encore 12 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire, Dali? Je pense qu'on pourra
prendre les questions et faire la couffaine après. Sinon, on risque d'avoir beaucoup de matière et peu de temps pour les assimiler, poser des questions. Et je remets encore la parole au professeur Sokolo, lui qui est Aurel. Et puis, je vais poser d'autres questions à la fin du côté radiologie. Professeur Sokolo, vous avez la parole. Oui, vous m'écoutez? Oui, Ok, c'est bon. Professeur Kasselman, nous sommes oui. très intéressés par le sujet des vertiges parce que de plus en plus en clinique, nous sommes très embarrassés parfois pour la mise au point diagnostic qui est quasiment rudimentaire et au-delà de l'imagerie, il y a Il y a un écho également, sévère. il y a également d'autres épreuves qui complètent, n'est-ce pas, l'imagerie. C'est nous appelons les épreuves vestibulaires qui sont de plusieurs natures. Alors, je voudrais revenir au problème qui porte sur la macule utriculaire. Alors, j'ai vu l'image, c'est une très belle image, mais comment vous pouvez reconnaître facilement les otolithes ou les toconiques au plan de l'imagerie? Ça, c'est ma première question. Ouais, aujourd'hui, c'est clair, certainement pour le BPPV, en français c'est l'inverse, c'est VPPV, je pense. Euh, c'est clair qu'on a essayé de trouver des solutions pour voir les otolithes, surtout comme ils tombent le plus souvent sur les sur les structures dans l'ampoule postérieure du sémicirculaire postérieur. On a essayé ça en haute résolution en IRM. Malheureusement, aujourd'hui, la résolution spatiale de l'IRM ne donne pas la possibilité de le voir. On continue. Je pense que peut-être dans le futur, cette Tesla ou je ne sais pas quoi, cette Tesla, ça veut dire que c'est pas disponible pour la plupart des patients et médecins, mais on est en train d'essayer d'avoir de plus hautes résolutions. Mais aujourd'hui, on ne peut pas les voir. Malheureusement, on ne peut pas les voir. Vous pouvez réouvrir votre micro, professeur Sokolo. J'avais fermé à cause des échos. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'audience? Encore une fois de plus, professeur, merci beaucoup pour cet exposé. C'est, ça donne de la matière à tous les niveaux. Pour les pratiquants, ça permet d'apprendre toujours des éléments nouveaux, mais aussi de rafraîchir les mémoires pour les choses qu'ils connaissaient avant. Et pour les jeunes, de leur dire que par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, parce qu'on a des gens de partout, de Kinshasa, des Côte d'Ivoire, de pays des Maghreb, qui sont dans l'audience, chacun à son niveau par rapport à la pratique quotidienne. Ils ont des choses à améliorer par rapport à cet exposé. Mais on peut déjà dire aux autres aussi, aux uns aux autres, il y a la formation derrière toute cette pratique et puis la manipulation de la technologie. Ce n'est pas n'importe quel examen qui te permettra de voir toutes les pathologies qu'on a décrites ici. Donc, il y a une partie qui est absolument liée à la formation et surtout la formation continue. Le professeur Sokol est rentré, je lui redonne la parole. Oui, effectivement, j'avais une deuxième préoccupation par rapport à certaines disjonctions crânio-cervicales. Est-ce qu'avec l'IRM, les, les altérations vasculaires qui peuvent être observées au niveau de certaines euh, disjonctions crânio-cervicales revêtent en fait quels aspects au plan de l'imagerie? Certaines altérations, parce que nous avons souvent constaté que dans la plupart des cas, euh, quand vous avez une insuffisance vertébro-basilaire, parfois il y a des retentissements au niveau général, sur le plan vestibulaire,
beaucoup plus, et même voire cochléaire. Est-ce qu'il existe des astuces ou des pièges que vous pouvez réussir à dépasser vis-à-vis de l'IRM qui est souvent préconisé Oui. dans ce genre de choses? Ouais, je pense que quand on veut voir les structures vasculaires, en tout cas, si on veut voir le système vertébro-basilaire, parce que c'est surtout ça qui va donner le son aux structures vestibulaires et les voies auditives. Quand on veut les voir, je pense aujourd'hui que c'est mieux de faire ça en scanner. Parce qu'il y a le scanner, donc le scanner en géographie, le CTA, avec injection dans la phase artérielle. Là, on peut très bien voir tous les vaisseaux, les branches secondaires, le pica, le AICA, toutes les petites structures qui vont vers les structures infratentorielles, on peut voir. Et en détail, en plus, et ça c'est le désavantage, parfois c'est un avantage, mais je pense dans ce cas-là, c'est un désavantage qu'on ne peut pas voir ce qui est calcifié. En IRM, on ne voit pas les calcifications sur les parois des vaisseaux. Et par contre, en scanner, on le voit. En plus, le scanner est plus disponible et ça va très vite. L'examen est fait dans 10 secondes et c'est fini. Donc là, ça a des avantages. Pour les malformations vasculaires, là, je serais plus c'est plus difficile parce que là, très souvent, les fistules qu'on peut avoir, des problèmes qui peuvent aussi affecter les structures vestibulaires, flocculus et tout ça, là, c'est de temps en temps plus facile de voir les fistules en IRM et de voir, par exemple, des malformations cryptogènes en IRM. Donc là, la réponse est entre les deux. Si c'est vraiment les vaisseaux normaux que vous voulez voir pour voir s'il y a des problèmes vertébro-basilaires, c'est le scanner. Donc, atheromatose, sténose, toutes des choses pareilles. Quand c'est plutôt malformation, je me pends plutôt vers l'IRM. Merci. Et une dernière préoccupation, monsieur le professeur, est-ce que nous, en fait, en clinique, tout est corrélé, hein? Donc, il y a l'IRM, il y a aussi des explorations fonctionnelles Certainement. qui ont quand même une certaine valeur, vous l'avez constaté, Oui. dans la mise au point diagnostique. Et il est Oui. arrivé que certaines explorations fonctionnelles, par exemple pour les cas de vertige aigu central, et vous avez parfois certaines explorations fonctionnelles qui ne vous montrent pas grand-chose, hein, au plan clinique, mais dont vous retrouvez les anomalies à l'imagerie. Et je pense que là, c'est une spécificité de la gestion de Oui. ces signes qu'on appelle vertige, hein. Oui, oui, Donc, oui. Je suis tout à tout fait semble d'accord. un peu se compléter. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que